Et, Et voilà, donc on est arrivé, on est connecté. Alors, je ne sais pas si les premiers arrivants nous entendent. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat si c'est le cas. Salut à tout le monde. Voilà, comme le dit le chat. Alors, je ne sais pas si vous le voyez comme moi je le vois, mais don't be shy. Start chatting. Donc, ne soyez pas timide. Commencez à chatter. Sébastien, voilà, qui rompt le syndrome de la feuille blanche avec un commentaire. Je vais en mettre un aussi. Et voilà, on n'a pas envie de se sentir seul, donc n'hésitez pas à nous répondre si vous êtes connectés. Donc, a priori, il y aurait 17 personnes déjà de connectées à 5 minutes du début du webinar. Lorraine, salut Lorraine, t'as brisé la glace, merci à toi. Comment ça va? J'espère que ça va bien en ce vendredi matin, cette fin de semaine, dans un contexte toujours aussi bizarre que celui dans lequel on était il y a un an, en fait, quand on a commencé nos premières séries de webinars, donc ça n'a pas changé. Bonjour Christian, j'espère que ça va bien également. N'hésitez pas à nous dire aussi, on avait essayé d'orienter ça un petit peu sur les réseaux sociaux et par email en mode pause café, parce que le but, voilà, effectivement, comme c'est pas... Ah, c'est l'été ici à Lyon. Bah, merci Christian pour la frustration que tu m'envoies, puisque moi en Normandie, c'est pas encore l'été. Et au contraire, c'est même pluvieux aujourd'hui. Mais voilà, cool. Bonjour Samson, bonjour Sonia, bonjour Margot. Donc, comme je le disais juste avant, effectivement, on a essayé d'orienter ça en mode pause café. Donc, voilà, on vous avait préconisé de prévoir un petit café qui est là pour ma part et ou un petit thé. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en êtes. Et très honnêtement, impatient comme je suis, je devrais pas vous montrer ça, mais j'avais pris une chocolatine, enfin un pain au chocolat comme on dit chez moi plutôt. Et même moi, je m'y perds et je suis déjà à la moitié. Donc honnêtement, j'ai déjà tapé dans les munitions. On avait fait un webinar en mode apéro il y a quelques mois. Je sais pas si vous aviez été là. Donc on avait pris pareil. J'avais préparé. Je m'étais pris 1 ou 2 bières et puis quelques petits toasts. Et effectivement, au début du webinar, j'étais déjà à la moitié de mon stock. Donc ça n'a pas changé. Je suis toujours aussi gourmand et impatient. Et du coup, il a été un peu trop tôt pour l'apéro. Donc, ouais, non, l'apéro, là, vendredi. Même si on est vendredi, ouais, le matin, donc on sera plutôt en mode pause café et surtout qu'on va aborder un sujet malgré tout sérieux. Donc c'est ça, on va essayer de mêler l'utile, enfin de joindre l'utile à l'agréable dans le sens où effectivement, comme je le disais dans certains mails que vous avez peut-être reçus, faire du marketing, faire de la prospection commerciale en 2021 dans le contexte dans lequel on est incertain. Confinement, pas confinement, confinement dehors, confinement à l'intérieur, on sait pas, couvre-feu, pas couvre-feu, quelle zone ça va, quelle zone ça va pas, etc. C'est compliqué, ne serait-ce que pour nous d'un point de vue personnel, pour chacun d'entre nous d'un point de vue personnel, et du coup dans les boîtes, ne serait-ce que pour avoir une vision à 6 mois, c'est très compliqué. Donc voilà, faire du marketing, du commerce aujourd'hui, c'est compliqué, c'est pas tous les jours marrant, on peut arriver dans des situations qui sont un peu tendues, démarcher un prospect qui est lui quasiment au bord de la fermeture, ça peut être tendu, en tout cas ça peut être une crainte qu'on peut avoir quand on s'apprête à démarcher, donc voilà, c'est pas simple. Donc là l'idée c'est d'essayer de passer 1 heure, voire peut-être 1h30, on sait pas, enfin on verra, ça dépendra de vous et ça dépendra de nous aussi, ça dépendra de comment ça se passe dans le chat, la dynamique et les questions que vous nous posez. Mais l'idée, voilà, c'est de passer 1 heure, 1h30 en mode discussion, essayer d'interagir au maximum avec vous pour répondre à vos questions. C'est vraiment le but. Et de vous apporter aussi des solutions à vos problématiques. Et puis, faire ça dans la bonne humeur. Donc, d'où l'intérêt de prendre le café et d'où l'intérêt de moi d'avoir pris la chocolatine. Si vous avez pris des viennoiseries, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat pour me déculpabiliser un petit peu d'avoir déjà mangé la moitié. Salut à tous. Donc, salut Stéphane, salut JN, salut Fred, salut Asma, que je n'avais pas vu dans ma longue tirade sur la contextualisation du webinar. Donc, il est 9h30, bon, on est 35, on n'était pas loin de la centaine d'inscrits. Mais comme on est en début de matinée le vendredi, bonjour Michel. Michel, j'espère que tu vas bien. Michel, c'est Michel Surin, c'est un habitué de nos webinars et c'est un ami à vrai puisque on est tous du Havre. Salut Stéphane. Alors du coup, il y a 2 Stéphane. J'imagine que c'est 2 Stéphane différents. Bonjour Sandra. Donc on est 37. On va pouvoir commencer tranquillou puisqu'on a quand même pas mal de choses à voir. Donc on va partir du principe, et c'est assez rare, salut Ingrid, que les retardataires ont toujours tort. D'habitude, on attend un petit peu plus longtemps. Mais là, on a un vaste programme, on a du concret, on a des discussions à avoir avec vous. Et je pense qu'une personne qui arrive à 9h40 ou 9h45 ou même 10h pourra rattraper le train en marche et en tout cas récupérer quand même de la valeur par rapport à ça. Est-ce que ça te va, Sébastien ?
Ouais, ben nickel. Et puis c'est vrai que ça dépend après l'heure du café de chacun, hein, parce que 9h30, il y a pour qui certains c'est un peu tôt, et d'autres c'est un peu plus tard. Donc 10h c'est cool aussi. N'hésitez pas, effectivement, on va en prendre ceux qui arrivent au fil de l'eau. Et un point aussi sur le fait que, bah, comme on vit effectivement une situation particulière, que avec Ludo on se voit généralement bah, chez nos clients, et que le dernier c'était à Bordeaux il y a quelques semaines maintenant, et avant ça c'était en septembre dans le Nord. Ben on est content en fait aussi d'être entouré de personnes, même si c'est que numérique et que c'est que à distance. Ça fait du bien d'avoir une sorte de chaleur humaine numérique aussi pour partager les différentes choses, et les sujets dont on va parler aussi ce matin tous ensemble. Bah, c'est finalement des sujets qu'on traite avec Ludo bah, tous les jours finalement, hein, quand on échange ensemble. Donc l'idée de le faire aussi avec vous et de répondre aux questions que vous pouviez avoir. Bah, c'est des questions qu'on traite généralement assez fréquemment, et chez nos prospects, chez nos clients, et ensemble avec Ludo. Donc l'idée, effectivement, bah, ça va être de pouvoir échanger tous ensemble. Le chat est là aussi pour alimenter les questions sur les questions qui ont été déjà posées. Donc n'hésitez pas effectivement à nous solliciter via le chat. On essaiera d'y répondre en live pour que qu'il y ait le plus d'interactions possible. On pourra peut-être pas répondre à tout, mais on fera le nécessaire pour essayer de contenter tout le monde. Ouais, si vous connaissez Eric et Ramsey, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient meilleurs en improvisation. Ouais, tu vas voir, Sébastien, il y a un lien dans ce que je vais dire. Mais j'ai toujours trouvé qu'ils étaient meilleurs en improvisation sur les plateaux télé, etc., plutôt qu'en spectacle. Bah, nous, on va essayer de faire un peu pareil aujourd'hui. D'habitude, on a effectivement des slides qui sont bien rodés avec des points, des chapitres, etc. Là, on a juste recensé vos questions et on va essayer de répondre au maximum aux questions que vous nous posez dans le chat en live. Alors, il faut que ce soit cohérent avec ce qu'on est en train de dire. On choisira peut-être aussi les questions pour que ce soit le plus simple possible. Mais l'idée, c'est de rebondir pour qu'on ait vraiment une conversation spontanée et qu'on essaye, bah, comme si on était un peu à la machine à café tous ensemble. C'est virtuel, mais on essaye de faire comme ça. Vous nous posez les questions, on répond. Et puis, on avance. Donc, on est 43. Il est 9h33. Je vous propose d'y aller. On entre dans le vif du sujet avec la première question. Alors, je ne sais pas si Daniel est arrivé. Et merci Daniel qui nous a posé la question pour savoir comment on va. Et ça doit être un habitué des webinars, puisque à chaque fois qu'on fait un webinar, on a toujours cette slide que vous avez sous les yeux, qui vous demande comment ça va, pour savoir un petit peu quelle est l'ambiance dans le chat, quelle est l'ambiance dans l'audience. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat comment ça va. Moi, personnellement, ça va bien. Il y a eu beaucoup de projets chez nous, chez SLN, depuis le début de l'année. On a beaucoup enchaîné entre la production, la création de contenu, alors sur la chaîne YouTube, sur le site internet. J'ai sorti un livre. On a été aussi très présent sur les réseaux sociaux. On fait aujourd'hui ce webinaire, donc il y a eu plein de choses. Je pense qu'on va avoir besoin de vacances prochainement avec Sébastien. Ouais. Mais globalement, ça va bien. On est plutôt chaud. On est de bonne humeur. On est motivé. Donc, ça promet pour le webinaire. Sébastien, tu voulais dire un truc? Non, ça roule aussi, tout va bien, et je partage ton analyse de la situation où on verra si on peut bouger ou pas, etc. Mais ouais, prendre quelques jours, un peu de soleil, un peu de détente et un peu de lecture autre que du taf, oui, c'est un beau programme. Je suis d'accord. C'est hyper important, et des lectures hors du taf, j'en ai une pour vous, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Deuxième question qui nous a été posée par Alain. Alain nous a posé la question alors je sais pas si Alain est dans le chat, n'hésite pas à nous dire, Alain, si tu es là. Donc, ce webinaire est-il gratuit? Effectivement, il l'est, puisque vous êtes là aujourd'hui. Et derrière, du coup, Alain nous pose la question de si oui, quelles sont vos offres de formation? Là, on en parlera tout à la fin. Le but, c'est pas de parler de nous dès le départ, parce qu'on va plutôt parler de vous et on va plutôt parler de vos problématiques. Par contre, à la fin, les 10 dernières minutes ou les 5 dernières minutes, effectivement, on vous présentera les formations qui peuvent être les nôtres, mais là, ça sera libre à vous de rester ou de partir selon votre motivation. Au programme de ce webinaire, on a reçu quand même pas mal de questions, plusieurs dizaines. Je pense qu'on a frôlé peut-être la trentaine, voire entre 30 et 50 questions quand même, sur différents supports. On a essayé de les regrouper par thématique, et donc on a 6 thématiques qui se dessinent. Donc, la première thématique, c'est quelle approche marketing et commerciale avoir dans ce contexte? C'est une question qu'on avait traitée dans un webinaire dédié. Je vous remettrai le replay dans le chat pour que vous puissiez aller voir pour entrer un peu plus dans les détails. Mais il y a quand même des choses qui ont un peu changé. On a aussi plus d'expérience malgré tout dans ce contexte. On a soufflé la première bougie du confinement il y a quelques jours. Donc maintenant, on est un peu plus... on voit un peu plus ce qui se passe, comment ça marche, quelles sont les difficultés, quelles sont les limites de la prospection, quels sont aussi les défis à relever d'un point de vue marketing. Donc, on pourra parler de tout ça dans la première partie. Dans la deuxième, on verra comment entamer un premier contact avec un prospect. C'est plusieurs personnes nous ont posé cette question-là, alors plus ou moins avec les mêmes mots, mais je pense que c'est un sujet, et encore plus effectivement dans le contexte aujourd'hui, comment démarcher un prospect pour la première fois.
quel levier utiliser, quel message aussi transmettre pour retenir son attention. C'est ça qui va nous intéresser surtout. En troisième point, c'est un peu la continuité. Comment se démarquer dans sa prospection LinkedIn? On a eu beaucoup de questions autour de la prospection sur LinkedIn. C'est un truc qui revient vraiment très, très souvent, forcément dans le contexte dans lequel on est. LinkedIn a pris une ampleur forcément conséquente dans la prospection commerciale et même dans le marketing. Pour tout vous dire, la formation Social Selling Pro autour de LinkedIn qu'on a lancée, c'est une formation en ligne, on vous en parlera un petit peu plus tard, a super bien marché en septembre chez nous. Et la formation qu'on a le plus vendue l'année dernière à nos clients, c'est effectivement la formation comment bien prospecter sur LinkedIn. Donc, c'est un vrai sujet. Il y a des bonnes pratiques à respecter. La prospection LinkedIn, ça fonctionne. Il faut juste avoir la bonne méthode, le bon process pour pouvoir obtenir des résultats. Donc, on verra ça ensemble. Quatrième thématique, donc quelles actions marketing originales testées en 2021? Ça, c'est intéressant. J'ai bien aimé recevoir cette question-là parce qu'en fait, on est dans un contexte si particulier que si on ne prend pas de risque aujourd'hui à expérimenter pour expérimenter des choses, des nouvelles choses, on ne prendra jamais ce risque-là. Aujourd'hui, on n'a plus grand-chose à perdre, d'un point de vue marketing. On doit notamment composer avec des budgets qui sont plus limité que peut-être les années précédentes. C'est d'ailleurs le point 5 des questions qu'on nous a posées. Et du coup, une des bonnes manières finalement de composer avec un budget réduit, c'est de tester des nouvelles choses. Et donc là, on vous donnera notre avis sur les petites actions que vous pouvez tenter cette année. Et on reviendra en détail sur ça. On vous donnera quelques pistes que vous pourrez expérimenter et du coup nous faire part de votre retour retour sur investissement si vous en avez, tant mieux, et surtout votre retour d'expérience. Donc, cinquième point, comme je l'ai évoqué précédemment, comment bien allouer son budget marketing ou son budget commercial et surtout ses ressources. C'est pareil, c'est qu'aujourd'hui il y a peut-être du chômage partiel chez vous, donc il y a moins de monde disponible pour travailler sur le marketing ou le commerce. Il y a peut-être un taux d'absentéisme un petit peu plus élevé et au-delà de ça, vous avez peut-être des budgets qui sont réduits. Même si finalement il n'y a pas de salon professionnel, donc vous pouvez récupérer peut-être quelques enveloppes de ci, de là. Mais l'idée, c'est de voir comment vous pouvez mettre en place une stratégie marketing et commerciale optimale avec un budget réduit ou limité en tout cas. Et enfin, dernière question, la Covid-19, j'ai toujours du mal à dire la Covid. Donc la Covid-19 a changé pas mal de choses. Quand on en sortira, je reste assez convaincu qu'on reprendra quand même certaines de nos anciennes habitudes. Malgré tout, il y a quand même des choses qui resteront changées finalement. Et il y a de nouvelles compétences à acquérir, que ce soit des compétences marketing ou des compétences commerciales pour se mettre dans les meilleures dispositions pour atteindre ses objectifs dans les 5 années à venir. Donc, on terminera par ça. On vous donnera, moi, d'un point de vue marketing, je vous donnerai mes idées, ma vision des compétences à acquérir pour les 5 prochaines années. Et Sébastien, d'un point de vue commercial, vous donnera sa vision à lui. Yes. Plus vos questions en live. Donc, comme on le disait précédemment, l'idée, c'est vraiment d'être le plus interactif possible et donc de répondre à vos questions. Donc voilà, comme tu dis, Christian, bonjour, j'attaque comment la Covid change la strate de négociation. Eh ben, écoute, tu me tends une perche parfaite pour passer à la slide presque suivante, puisqu'entre deux, on se présente. Moi, Ludovic, Sébastien, juste à ma gauche, si vous le voyez comme moi je le vois à l'écran. Donc, Sébastien, c'est le commercial, c'est la partie commerciale de chez SLN. Moi, je suis la partie marketing. Vous avez, on va dire, une reconstitution d'une discussion qu'on a eue régulièrement. Ça a plutôt duré quand même quelques mois, voire même peut-être plusieurs années avec Sébastien, et ça n'a pas duré que 4 SMS, mais on vous l'a consolidé comme tel pour que ce soit le plus impactant possible. Mais l'idée, c'est de dire que, en fait, moi, j'ai lancé SLN en 2013 en tant que marketeur. Je faisais des sites internet, du référencement, des réseaux sociaux. En gros, je mettais en place des actions pour mes clients dans le but de générer des prospects et gagner des clients. Et je me suis assez rapidement, en fait, rendu compte qu'au bout de 3, 4, 5 mois, l'enthousiasme qu'avaient mes clients était un petit peu plus réduit et que, en fait, ils commençaient à être déçus de voir que je générais finalement des performances d'un point de vue marketing, mais que le développement du chiffre d'affaires ne suivait pas de manière proportionnelle derrière. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis posé, j'ai réfléchi autour de ça et je me suis rendu compte qu'en fait, mes clients n'avaient pas les bons process, ni peut-être les bonnes compétences et les bonnes ressources pour convertir les prospects que je générais sur Internet en clients. Et à côté de ça, on a Sébastien, on s'est rencontré à la fac, comme le dit Sébastien depuis 4 ans, je pense maintenant depuis 10 ans. Enfin, on s'est rencontré à la fac il y a 10 ans et il le dit depuis 4 ans, donc faites le calcul, ça fait plus 14 que 10 ans. Mais Sébastien, lui, a toujours fait du commerce et lui, quand moi, j'ai pris conscience que mes clients n'arrivaient pas à convertir mes prospects en clients, lui, il était plutôt dans une optique de moi, je sais gérer des prospects, mais le problème, c'est que le téléphone, les salons professionnels, le porte-à-porte, le démarchage traditionnel fonctionne de moins en moins bien. Et du coup, moi, des prospects, j'en ai de moins en moins.
Et donc, en exposant un petit peu nos deux problématiques et en échangeant autour de ça, on s'est dit, moi, Seb, je suis capable de générer des prospects grâce au marketing. Toi, tu es capable de les convertir en clients parce que tu as les bons process et tu as le savoir-faire commercial et avec l'expérience et tout. Du coup, proposons des accompagnements, alors formation, conseils, accompagnement peut-être un peu plus opérationnel qui irait du visiteur jusqu'au chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment la raison d'être des SLN et je m'arrêterai là pour pas vous faire perdre du temps à ne parler que de nous parce que le but, c'est vraiment de parler de vous. Mais voilà pourquoi on existe. C'est parce que les méthodes commerciales changent, parce que les comportements de l'acheteur et les attentes de l'acheteur ont beaucoup changé et donc, toutes les entreprises doivent moderniser leur stratégie marketing et commerciale pour s'adapter à ces nouvelles attentes et ces nouveaux comportements si elles souhaitent pérenniser leur chiffre d'affaires et surtout générer de la croissance. Et ça, effectivement, pour faire un dernier point là-dessus, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore WhatsApp, donc effectivement, on s'est envoyé des SMS, donc ça date un petit peu aussi. Mais c'est vrai que cette réflexion-là, on l'a pas mal poussée. Et il y a une brique aussi, une brique outil qui est intéressante parce que moi, au commerce, effectivement, j'étais frustré par rapport à la manière dont je pouvais opérer parce que plus j'avais d'expérience, moins j'avais de résultats. S'il y a un truc qui déconne, fondamentalement, ça devrait être plutôt l'inverse. Et j'ai commencé à intégrer effectivement des outils du web marketing aussi dans mon quotidien de commercial, vraiment sur une posture de commerce, alors qui n'était pas forcément extrêmement pertinente à l'époque, mais ça je le savais pas encore. Et effectivement, les échanges qu'on a pu avoir avec Ludo sur la partie, moi je sais attirer du monde sur un site et moi je sais gérer sur la partie commerce. On tenait une bonne idée. Et comme je dis souvent, les bonnes idées, c'est cool, mais je pense qu'on en a tous plein tous les jours, des bonnes idées. Il a fallu qu'on l'applique, qu'on la market, qu'on voit un petit peu comment ça tourne. Et effectivement, on vous parlera de tout ça un petit peu plus à la fin pour vous montrer comment on a réussi à faire des offres intéressantes pour les gens qui souhaitent pouvoir se dire, j'ai un marketing qui est balbutiant ou j'ai envie de faire des trucs, mais je ne sais pas par où commencer. Et niveau commerce, je sens que il y a des choses qui changent et j'ai envie de trouver la bonne méthode. Et on pourra vous parler de tout ça parce que c'est des choses qu'on a vécues, qu'on a testées et qu'on met aujourd'hui en place chez nos clients. Donc, avec toujours grand plaisir. Exactement. Juste, alors il y aura un replay sur la chaîne YouTube et pour les personnes qui nous regardent du coup en différé depuis YouTube, si je suis en train de manger ou boire du café entre deux, c'est qu'on a vraiment essayé de contextualiser le webinar en mode petit déjeuner. Donc si vous êtes en fin de journée ou vous êtes, je sais pas, le midi ou je sais pas quoi ou le début d'après-midi, vous comprenez peut-être pas pourquoi je mange ou quoi, mais c'est exactement pour ça. Donc voilà, contextualisation faite. Entrons dans le vif du sujet avec les questions. Effectivement, Christian, je pense que c'est toi qui as posé la question sur comment la Covid influe-t-elle sur la négociation commerciale. Donc, merci à toi, Christian. On a reçu d'autres questions, notamment une question de Guillaume qui est assez liée finalement à ce contexte. C'est comment créer de la proximité malgré la distance. Aujourd'hui, merci Lou, bon appétit. Aujourd'hui, finalement, on est en télétravail, on est à distance, on peut plus aller vraiment chez les clients, on peut plus prospecter sur le terrain. Et du coup, comment on fait pour garder ce sentiment de proximité, pour alimenter une relation avec ses prospects qui soit suffisamment forte et proche pour pouvoir convertir ses prospects en clients? C'est effectivement une vraie question et c'est un vrai défi à relever dans le contexte dans lequel on est. Et l'autre question, donc merci Guillaume pour la précédente et merci Sonia pour la suivante. Comment réagissent les entreprises face au démarchage? Je vais vous mettre un premier lien dans le chat pour démarrer cette réflexion-là ensemble. C'est un article que j'ai rédigé il y a quelques semaines maintenant et qui vous présente les 5 enjeux, alors forcément marketing et commerciaux aussi, à relever dans la période après coronavirus, même si on est toujours encore dedans au moment où on enregistre ce webinaire. J'espère en tout cas qu'on se rapproche vraiment de la fin, ou en tout cas on doit composer avec aujourd'hui. Et en fait, dans cet article-là, je me suis basé sur une étude de la Harvard Business Review qui a analysé sur plusieurs décennies les comportements des entreprises en période de crise, en période de récession. Et du coup, effectivement, la Covid-19, ça a forcément provoqué des craintes et une crise sanitaire, mais ça va probablement provoquer une crise économique dont on voit les balbutiements pour l'instant, mais ça pourrait être quand même plus important une fois que on sera sorti de tout ça d'un point de vue sanitaire. Et donc, en fait, quand vous regardez l'étude de la Harvard Business Review, vous allez voir que il y a 2 types d'entreprises, grosso modo. Il y a les entreprises qui font le dos rond et qui essayent d'économiser un maximum dans le but d'éviter les dépenses et de pérenniser finalement la santé économique de l'entreprise. Et il y a l'autre type d'entreprise qui, elle, se dit, on est dans une situation difficile,
Si je prends pas de risque, ça va être compliqué pour moi. Et du coup, elles vont tenter elles vont tenter des choses à outrance, elles vont investir à outrance et elles vont vraiment limite s'éparpiller dans les actions à mettre en œuvre pour essayer de sauver les meubles. Et donc en fait, forcément, entre l'entreprise qui ne fait rien et qui fait le dos rond en attendant que la crise passe et en espérant qu'elle sera pas trop impactée et que du coup elle pourra reprendre tranquillement son chemin derrière, et l'entreprise qui se dit un peu affolée car en danger et qui essaye de trouver des solutions à droite à gauche et teste tout et n'importe quoi mais se laisse même pas le temps de réfléchir ou ne se laisse même pas le temps de voir si ça génère des résultats. Eh bien, du coup, il y a un juste milieu et l'idée, c'est effectivement de trouver ce juste milieu-là. Si je vous parle aussi de ces deux types d'entreprises, c'est que finalement, c'est aussi deux types de prospects que vous allez avoir face à vous. Vous allez avoir le prospect qui va faire le dos rond et qui va se dire, moi, je n'investis plus, sauf vraiment offre exceptionnelle. Je n'investis plus jusqu'à temps que la crise soit passée et on verra ce qui se passe après. Et à l'inverse, il y a des entreprises qui vont investir à tout va, parce qu'elles essayent de trouver des solutions un peu miracles pour régler leurs problèmes. Donc ça, c'est vraiment un truc à avoir en tête parce que vous allez généralement rencontrer deux types de prospects. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans le chat si c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout, parce que c'est possible que ce soit pas du tout. Mais si vous rencontrez un petit peu ces deux types de prospects, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en pensez et comment vous gérez justement un petit peu cette ambivalence entre les prospects qui sont prêts à signer tout et n'importe quoi pour tenter des choses et les prospects qui veulent rien signer du tout. La deuxième problématique dans le contexte dans lequel on est, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de limites à la prospection. La première limite, c'est le télétravail. Je pense que malgré tout, cette limite, elle est de moins en moins significative, mais au tout début du confinement, notamment du premier confinement, en fait, de joindre un prospect, c'était juste pas mission impossible, mais ça devenait très très compliqué parce que quand on l'appelait, soit il n'y avait pas de redirection sur sa ligne en télétravail, ou soit quand il était en télétravail, ça sonnait, mais il était peut-être avec les enfants, ou il avait peut-être une urgence, ou il avait peut-être d'autres dossiers à gérer, etc. Et puis les horaires de travail sont plus flexibles parce que finalement en télétravail, on va bosser pas moins parce que les études ont démontré qu'on bossait plutôt plus, mais on va bosser plutôt à notre rythme. Donc il y a pas mal d'incertitudes à ce niveau-là. Donc ne serait-ce que pour joindre un prospect en mode télétravail, c'est compliqué. Au-delà de ça, l'autre limite que vous allez rencontrer, ça fait un peu écho à ce que je disais précédemment, c'est que quoi qu'il arrive, vos prospects vont d'abord chercher à entrer de l'argent avant d'en sortir. Et donc, si vous souhaitez attirer leur attention, la retenir et essayer de convertir vos prospects en clients, vous allez devoir les rassurer et leur démontrer que votre solution a un retour sur investissement. Donc ça, c'est un des premiers changements qui n'est pas vraiment un changement finalement dit comme ça, puisque vous pouvez vous dire que moi, dans mon marketing, dans ma prospection, j'ai toujours fait en sorte que mes produits et services soient présentés de telle manière à ce que le ROI se voit. Là où ça va changer un petit peu, c'est que vous allez devoir non pas partir de votre produit pour présenter ses avantages et le retour sur investissement, mais plutôt partir des problématiques de vos prospects pour leur faire comprendre qu'en fait, oui, vous comprenez les problématiques, vous comprenez les enjeux liés à cette problématique-là, et que du coup, vous êtes à même à préconiser la meilleure solution. Et forcément, ça va être votre produit et service derrière. Donc, c'est un petit peu un switch que vous devez amorcer ici. C'est que beaucoup d'entreprises, jusqu'à il y a encore peu, et je pense que c'est encore le cas, et dites-nous pareil dans le chat ce que vous en pensez, si c'est aussi le cas chez vous, mais beaucoup d'entreprises ne parlent que de leurs produits, de leurs services, de leur entreprise, des avantages, de leur offre, des prix, du retour sur investissement envisageable, etc. Mais ils ne parlent que trop rarement, ou en tout cas de manière très très superficielle, des problématiques de leurs clients. Quand je dis de manière très très superficielle, ça veut dire quoi? C'est regarder les messages LinkedIn que vous recevez au copier-coller. Il n'est pas rare que vous receviez un message qui dise bonjour Intel, je suis Martin de telle boîte, je sais que les directeurs de telle entreprise rencontrent telle problématique. Donc, faut qu'on se parle parce que moi, j'ai telle solution, c'est la meilleure, elle est la moins chère et elle fait tel truc et vous allez générer 25% de retour sur investissement. Ça, c'est une manière de dire, bon, vas-y, j'ai fait un peu de contextualisation, j'ai parlé de ta problématique et je te fais croire que je sais de quoi je parle. Et puis d'ailleurs, je ne fais que parler de moi. Ça, c'est parler de la problématique client d'une manière très, très superficielle. Est-ce que Sébastien, tu veux rajouter justement des trucs par rapport à ça sur la prospection Yes, du coup, en deux temps, parce qu'effectivement, on avait pu en échanger pas mal pendant le premier confinement qui est arrivé et de manière assez brutale finalement, où on a dit aux gens, bon, maintenant,
toi, tu prends ton PC, tu rentres chez toi, etc. Moi, j'ai connu des boîtes avec lesquelles j'ai discuté qui ont acheté, je pense, tous les stocks de France d'ordi portables pour équiper les gens en ordi chez eux. Mais ça, c'est un premier élément. Donc, le mail restait une bonne stratégie pour toucher ces prospects-là ou les prospects avancés, prospects tout neufs, entre guillemets, ou encore les clients. Par contre, les téléphones n'avaient pas encore fait le switch. Et fatalement, je me suis retrouvé, moi, dans une approche où je t'ai dit, en fait, j'ai pas envie, euh, le contexte fait que ça me saoule en fait d'appeler des gens pour entendre des malheurs. Enfin, des malheurs, on est tous chez nous, ça va pas, etc. Donc ça me gonflait. Il y avait l'aspect aussi du fait que pas de transfert de ligne, donc pas de gens en ligne ou pas de gens au bureau où les standards sonnaient dans le vide, etc. Donc la première phase pour moi était de dire ok, pour l'instant je stoppe. Parce qu'il n'y a pas de réponse, parce que les réponses sont plutôt je sais pas ce qui se passe, etc. Ça, c'était la première partie du confinement, finalement. Et quand ça a repris et quand on a vécu un confinement tel qu'on le vit aujourd'hui, de manière un peu plus light et tel qu'on l'a vécu en fin d'année 2020, j'avais une approche un peu différente. Et le démarchage tel que je pouvais le faire, moi, j'ai la chance d'avoir un marketing qui est hyper efficace, donc j'ai des contacts à gérer qui sont des contacts plutôt rentrants. Donc, par rapport à la stratégie inbound, Ludo me génère des leads, donc c'est des gens que je contacte derrière. J'ai fait aussi un peu de prospection dans le dur pour voir un peu comment ça prenait. Il y a effectivement des gens, et je reprends ce que disait Lorraine, qui finalement refusent tout contact. Et là, effectivement, il faut respecter cette approche-là. Hein. C'est comme quand on veut parler avec une personne d'un point de vue perso qui dit non, je ne veux pas te parler. Ça sert à rien de taper encore plus à sa porte parce que le jour où ce sera le bon moment, elle dira ok, lui il m'a saoulé donc j'ai pas envie de lui parler et je parlerai pas avec cette boîte là parce que j'en ai une mauvaise image. Et en fait, ce que je remarque beaucoup, c'est que et ce qu'on a remarqué avec Ludo, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui ont glissé après confinement. Alors du coup, c'est arrivé en mars l'année dernière, donc mars, avril, mai. Il y a eu l'été juste après, donc l'été historiquement les choses vont pas aussi vite que d'habitude. Mais j'ai remarqué que même si les projets vont sur la durée, garder du contact avec ses prospects, c'est hyper important, mais surtout, d'un point de vue humain, parce qu'on a tous vécu des moments un peu complexes à différentes échelles, entre les gens qui ont été confinés, qui l'ont mal vécu, les gens qui ont été malades ou des gens de l'entourage des prospects qui ont pu être touchés aussi par cette maladie-là. Donc, il y a toujours en fait cette relation commerciale qui finalement parfois c'est 95% produit, 5% perso. Là on est plutôt sur l'inverse. On va parler beaucoup des personnes, beaucoup de l'ambiance qu'il peut y avoir. Moi on a eu des prospects aussi qui m'ont dit, après une discussion au long cours et une discussion pendant ou à la fin du confinement, il n'était pas du tout en forme, mais vraiment pas du tout. Et j'ai eu des personnes qui se sont excusées par email derrière en disant Sébastien, je suis désolé, je t'ai mal reçu au téléphone, mais en ce moment c'est compliqué. Mais je comprends tout à fait. Et effectivement, l'empathie fait partie effectivement des compétences à avoir d'un point de vue commercial, bien évidemment. Là, on est sur un autre level en fait. Il faut effectivement avoir beaucoup de patience et privilégier les rapports humains plutôt que les rapports uniquement business. Du coup, j'ai Magali qui nous dit dans le chat, au-delà des problématiques, c'est aussi de transformer les points forts produits en bénéfices clients. Effectivement, ça c'est vraiment un enjeu. Sébastien aime bien parler du petit Mario. Alors, si vous avez joué à Mario dans votre enfance ou si vous y jouez toujours, moi ça m'arrive encore, vous avez le Mario qui mange une fleur et qui commence à lancer des boules de feu. Effectivement, pour rebondir sur ce que dit Magali quand elle dit il faut transformer les points forts produits en bénéfices clients. Le point fort du produit, si on reprend l'analogie du petit Mario, c'est la fleur que Mario va manger pour pouvoir lancer des boules de feu. Si on ne fait que parler de la fleur en disant elle fait telle taille, elle est de telle forme, elle a de telle couleur et que du coup elle est faite avec telle caractéristique et elle a poussé en X mois ou je sais pas quoi, ça va pas trop plaire à votre prospect. Si vous arrivez à transformer la qualité de votre fleur en bénéfice client. Le bénéfice client pour Mario, c'est quoi? C'est que si tu manges ta fleur, tu vas pouvoir lancer des boules de feu et tu vas pouvoir tuer à peu près tout ce qui se passe devant, qui se dresse sur ton passage dans chacun des niveaux auxquels tu joues. Là, ça fait plus sens. Donc voilà, l'idée, c'est ça, c'est de se dire plutôt que de parler de la fleur, parler du petit Mario qui lance la boule de feu et surtout la sécurité, l'enthousiasme, la force, la puissance que pourrait ressentir le Mario qui lance des boules de feu. C'est vraiment ce que vous devez faire. Si on garde cette analogie-là,
vous pourriez, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de vous dire, en fait, quand vous démarrez votre prospection commerciale, vous allez parler au tout petit Mario. Alors, je sais pas si ça vous parle pas l'analogie Mario, dites-moi dans le chat et on fera autre chose. Je vais mettre un lien pour montrer le truc pour les plus jeunes. Ouais, ça marche. Mais du coup, quand vous jouez à Mario, quand vous démarrez le jeu, vous avez un tout petit Mario qui, lui, est plutôt fébrile. Il a peur. Dès qu'il croise un champignon, le champignon est plus gros que lui, donc forcément, ça lui fait peur. S'il est touché une fois par le champignon ou par la fleur qui, elle, lance des boules de feu, bah, du coup, il va mourir. Donc, bref, le petit champignon, il est plutôt anxieux, il est stressé, il est dans un contexte tendu pour lui, dangereux parce qu'il se sent effectivement en danger avec la posture qui est la sienne. Bah, quand vous allez lui parler, si vous l'appelez le petit Mario pour lui dire t'as vu ma fleur, elle fait telle taille, elle est telle couleur et puis elle a été élue produit de l'année par tel et tel truc ou sur tel et tel salon ou tel et tel magazine. Bah ça, le petit Mario, lui, il a pas le temps de l'écouter parce qu'il est stressé, il lutte pour sa survie et puis dans tous les cas, il comprend pas vraiment ce que vous lui dites. Si par contre vous lui dites que vous avez une solution révolutionnaire et que vous comprenez bien qu'avec la taille qu'il fait et dans le monde dans lequel il évolue, il est stressé, il est anxieux parce qu'il rencontre telle et telle problématique, mais que il pourrait vraiment changer vraiment de posture, gagner en confort, gagner en confiance, gagner en performance s'il vous faisait confiance et s'il justement il mangeait cette fleur. Là, ça fera la différence. Donc, si l'analogie est pas claire, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, on y reviendra. Mais l'idée, c'est de dire, vous partez de la problématique, vous partez du pain point, du point de douleur que ressent votre prospect. Vous compatissez finalement, vous faites preuve d'empathie, comme le disait Sébastien, en démontrant à votre prospect que vous comprenez bien la problématique, vous comprenez bien en quoi elle est douloureuse et que vous comprenez bien que il faut réagir et il faut trouver une solution. Donc, vous partez de cet état des lieux-là auprès de votre prospect et vous lui démontrez, grâce à une stratégie de contenu, et on y reviendra un peu plus tard dans les questions suivantes, grâce à une stratégie de contenu ou grâce à des messages, le bon message au bon moment, à la bonne personne, au bon endroit, c'est pas un mythe, faut vraiment y arriver. Si vous arrivez comme ça à faire passer votre prospect de l'anxiété à visualiser un sentiment de confort, de force, de puissance. Là, c'est pour l'analogie Mario, mais à vous de voir quelles émotions positives vous devez faire ressentir à vos prospects dans son contexte. Vous parviendrez à retenir son attention et vous parviendrez à lui donner envie d'en savoir plus et d'avancer avec vous dans la relation commerciale. Donc ça, c'est vraiment un point qui est essentiel pour rebondir sur ce que dit Magali. Effectivement, c'est un enjeu important. Si on reprend un petit peu les questions, et on va essayer d'avancer quand même en répondant de manière très très concrète aux questions, je reprends la question de Christian que tu nous as reposée dans le chat. Christian, comment la Covid influe-t-elle sur la négociation commerciale? Il y a un point hyper essentiel, qui moi me paraît essentiel, et Sébastien nous dira ce qu'il en pense juste derrière, c'est que déjà en temps normal, un prospect qui s'apprête à prendre une décision d'achat et qui n'est pas sûr à 100% de sa décision, il va avoir tendance à procrastiner. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à repousser sa décision au lendemain, puis au surlendemain, puis au surlendemain. Et c'est un truc que vous devez probablement rencontrer souvent, que ce soit dans vos actions marketing ou votre prospection commerciale. Vous avancez avec un prospect, vous le sentez bien, il est intéressé, et au moment où il a reçu le devis, plus de signal, et puis en fait, il a repoussé sa décision au mois prochain, puis aux 6 mois d'après, et puis à l'année d'après, etc. Et puis en fait, il prendra jamais sa décision parce qu'il y a aussi des études qui démontrent qu'un être humain, qu'une personne entre guillemets normale, va plutôt privilégier le statu quo au changement. Donc ça, déjà, en temps normal, c'est quelque chose de fort et c'est un défi à relever dans la prospection et dans le marketing. Dans le contexte dans lequel on est, alors j'essaye, en même temps je réfléchis pour essayer de dire ça de la manière la plus correcte possible parce que j'ai une vulgarité qui me vient en tête. Mais aujourd'hui, investir, c'est vraiment, prendre la décision d'investir et y aller, quoi. C'est vraiment poser, vous voyez ce que je veux dire, poser quelque chose sur la table. C'est courageux, c'est vraiment très très courageux. Et donc, très honnêtement, prendre une décision d'achat aujourd'hui, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et comme on est normal, qu'on est un être humain normal, en fait, on va se dire, on verra pour sortir de la zone de confort un peu plus tard, quand je serai en meilleure forme, quand il fera plus beau ou quand j'aurai moins de dossiers sur la table, etc. Et donc, on va trouver le moindre prétexte pour procrastiner, pour repousser notre décision d'achat. Et donc là, il y a un enjeu pour vous. Pourquoi? Parce que vous devez faire en sorte que votre process marketing et commercial évite tous les points de friction, en fait, qui pourraient être une opportunité pour le prospect de repousser sa décision d'achat.
Un point de friction, c'est quoi? C'est quelque chose dans votre process, dans votre roue, là, imaginons que votre développement commercial, ce soit une roue qui tourne plus ou moins vite selon vos efforts marketing et commerciaux. Et ben, un point de friction, c'est un petit bâton on va mettre dans la roue et qui va faire que la roue va tourner un peu moins vite. Typiquement, si aujourd'hui vous recevez beaucoup de demandes de prospects, mais que vous n'avez qu'un commercial pour gérer la création des devis, l'envoi des devis et le suivi des devis, il y a de fortes chances pour que ce commercial-là ne puisse pas répondre à toutes les personnes qui lui demandent un devis. Ça, c'est un point de friction, puisqu'en fait, les devis vont traîner, on va les envoyer plus tard. Et donc, si on envoie les devis plus tard, il y a de fortes chances pour que le prospect soit passé à autre chose et qu'il procrastine. Ça, c'est un des points de friction. Mais vraiment, une des premières choses que vous devez peut-être faire dès cet après-midi ou quand vous allez réfléchir à votre développement marketing et commercial, c'est de vous dire, OK, mon process marketing, c'est celui-ci. Donc, pour générer des prospects, je fais ça. Pour alimenter mes prospects et les amener à maturité, je fais d'autres actions. Pour les convertir en devis, je fais telle action, j'ai tel process. Et pour valider, convertir un devis, j'ai telles et telles actions qui sortent. Faites la ligne de tout ça et regardez où il pourrait potentiellement y avoir des points de friction. Et essayez vraiment de trouver des solutions à ces points de friction-là, parce que si vous ne le faites pas, le prospect rebondira sur un de ces points de friction pour passer à autre chose et pour remettre sa décision à plus tard. Un des points de friction les plus courants, c'est la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, si un prospect est motivé, qu'il a lu des choses chez vous, qu'il a regardé votre site internet, qu'il a vu une publication sur les réseaux sociaux, que le marketing a bien fait le job et que finalement le prospect se dit oui, en fait, il faut que je prenne une décision et cette solution-là ou ce produit-là me paraît pertinent, en fait, il va vouloir parler à un commercial. Et s'il doit prendre rendez-vous par email avec un commercial, il va s'échanger peut-être 6, 7, 8 mails avant qu'un rendez-vous soit pris. Ça, c'est un point de friction. Ou alors, il va appeler l'entreprise en question, il va demander à parler à un commercial et on va lui dire ils sont pas disponibles, ils sont en rendez-vous, ils vous rappelleront plus tard. Là, c'est pareil, le prospect, il va pouvoir passer à autre chose. Une des bonnes manières, du coup, d'effacer ce point de friction-là, par exemple, c'est de proposer la prise de rendez-vous en ligne. Ça, c'est une des actions que vous pouvez faire aujourd'hui. Il y a plein de solutions. Il y a Calendly, il y en a d'autres. Nous, on utilise HubSpot pour ça, qui est un outil de marketing automation et qui propose beaucoup de fonctionnalités d'optimisation marketing et commerciale. Mais voilà, vous tapez prise de rendez-vous en ligne sur Google et vous allez trouver pas mal de solutions. Vraiment, je vous recommande de tester ça et de mettre peut-être le lien vers votre agenda dans votre signature d'email et potentiellement de mettre même un lien vers l'agenda de prise de rendez-vous dans les emails marketing que vous pouvez envoyer et qui font bien référence au bon niveau de maturité pour le faire, parce que quelqu'un qui n'est pas engagé dans la réflexion, ça sert à rien de lui envoyer un lien, mais quelqu'un qui est assez avancé pourrait recevoir ce lien-là et prendre rendez-vous. C'est une bonne manière d'effacer ces points de friction. Donc, pour répondre à ta question, Christian, comment la Covid influe-t-elle sur la négociation commerciale? Je dirais qu'elle renforce encore plus ou qu'elle demande encore plus de courage qu'auparavant et que du coup, ça accentue vachement le taux de procrastination chez les prospects. C'est-à-dire ils ont encore plus tendance actuellement à repousser leurs décisions sous tout un tas de prétextes juste pour légitimer le fait qu'ils n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort. Yes, et il y a un point aussi, je pense que toutes les personnes, je pensais à Céline et à Magali notamment, et les personnes qui aujourd'hui essayent de développer de l'activité commerciale, il y a finalement l'argument massu, c'est il y a le Covid. Le Covid. Alors, du coup, ça peut être finalement la réponse à tout, finalement, par rapport à une décision de ne pas bouger. Une des parades, finalement, c'est de prendre la posture inverse, de dire, OK, mais en fait, s'il n'y avait pas le Covid, on parlerait de quoi? Et là, effectivement, ça ouvre des possibilités. Et c'est important aussi d'avoir cette approche-là, parce que si on ancre une discussion dans le négatif en disant, oui, vous avez vu, il y a 46 000 cas hier, etc., on rentre dans des discussions qui sont avec un filtre négatif. Si effectivement on se projette sur s'il n'y a pas le Covid, on met finalement l'interlocuteur dans une posture aussi mentale de se dire, OK, en fait, le monde moins le Covid aujourd'hui égale quelque chose de cool. Et donc, du coup, on rentre dans une discussion qui est beaucoup plus confortable pour les deux parties. Ça ne veut pas dire effectivement qu'il faut pousser une offre, un produit, etc. Par contre, ça veut dire qu'on est dans une optique de se dire, OK, il y a une situation actuelle, mais parlons d'une situation qui est non pas fantasmée, mais qui sera celle qu'on connaîtra dans quelques mois maintenant, un monde post-Covid, et il se passerait quoi si on n'y avait pas le Covid? Et ça, c'est une manière d'avoir et d'aborder un sujet pour prévoir la suite finalement, parce que si effectivement tous les budgets sont gelés à l'instant T, prévoyons l'avenir dès maintenant et parlons de ce qui pourrait se passer
quand le Covid sera derrière nous. Donc du coup, on a Fred qui nous pose la question de un bon logiciel de prise de rendez-vous en ligne. Donc du coup, hormis HubSpot que nous on utilise, il y a Calendly, donc Calendly. Je vais le mettre dans le chat comme ça, ce sera nickel. Ou alors il y a Vitin que Guillaume nous a présenté juste à l'instant. Et effectivement, si c'est le bon Guillaume auquel je pense, c'est effectivement Vitin qui l'utilise. Donc voilà, vous avez Vitin ici. Donc voilà, j'ai mis 2 types de logiciels dans le chat. Vous pouvez aller voir. Effectivement, c'est des solutions en plus en mode freemium. Donc vous pouvez tester gratuitement, voir comment ça fonctionne. Si ça vous plaît, vous pouvez l'intégrer. Pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait précédemment sur le fait de parler des problématiques, d'avoir de l'empathie, etc., faire preuve de bienveillance dans ce contexte, c'est aussi une bonne manière justement de créer de la proximité malgré la distance. C'était la question de Guillaume. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais de la même équipe, le principe d'association quand on est dans la même équipe. L'idée, c'est de dire quoi ? C'est de dire qu'on va avoir plus tendance à accorder notre confiance à quelqu'un qui est dans notre camp que quelqu'un qui est dans le camp opposé. Si vous vous intéressez au foot, je prends souvent cette analogie-là, donc c'est possible que les personnes qui nous suivent régulièrement l'aient déjà entendu, mais si vous vous intéressez au foot et que vous regardez notamment le foot espagnol, quand vous regardez un match Real Madrid FC Barcelone, c'est 2 équipes qui ne s'aiment pas vraiment historiquement parlant. Et du coup, quand vous voyez les 2 équipes jouer, ils se tapent dessus, ils se traitent de tous les noms. Donc vous vous dites, ces joueurs-là, ils s'aiment pas du tout, quoi. Si vous les retrouvez la semaine d'après dans l'équipe d'Espagne, parce que généralement l'équipe d'Espagne est composée à 90% de joueurs du FC Barcelone et de joueurs du Real Madrid, en fait, ils se font des bisous, ils sont contents. En tout cas, franchement, ils se font des accolades, etc. Ils sont vraiment contents, ils se parlent bien, ils sont souriants, etc. Et donc, ça démontre bien ça. Le principe de la même équipe, c'est que quand ils sont dans le camp opposé, ils s'aiment pas. Et donc, ils se font pas confiance, ils se trouvent pas sympas et la relation n'est pas bonne. Par contre, quand ils sont dans la même équipe, la relation est super. C'est pareil d'un point de vue approche commerciale et approche marketing. Si vous arrivez à faire comprendre à votre prospect que vous comprenez bien ces problématiques, que c'est même peut-être des problématiques que vous vivez vous, ou en tout cas que votre ambition, votre motivation première est de résoudre cette problématique-là ou ces problématiques-là, vous lui démontrez que vous êtes dans le même camp que lui. Et donc, c'est une bonne manière justement de renforcer ce sentiment de proximité et de gagner sa confiance. Donc ça, c'est pour la première partie un petit peu psychologique pour répondre de manière peut-être un peu plus sur le fond à la question de Guillaume. Après, la deuxième meilleure chose à faire pour créer de la proximité malgré la distance, c'est quand même la visio. Alors, j'imagine que vous avez intégré la visioconférence dans votre process commercial 1 an justement après le premier confinement. Si c'est pas le cas, je vous recommande vraiment de tester. Parce que très honnêtement, la visio change tout. C'est-à-dire qu'on se voit, c'est plus sympa, on voit ses émotions, on rigole, on comprend mieux aussi ce que la personne dit en face, etc. Et c'est une bonne manière. En plus, on partage un peu le contexte dans lequel on est. Donc des fois, on est à la maison, donc on est tous les deux, chacun dans notre maison. Donc c'est pareil, c'est le principe d'association de la même équipe. Donc il se passe quelque chose. Et vraiment, la visio, c'est une bonne manière justement de créer de la proximité. Carrément. Nous, on a intégré la visio il y a déjà longtemps, effectivement, parce qu'on fait beaucoup de choses à distance par rapport à nos cycles de vente. Et c'est vrai que si vous avez pas l'habitude d'utiliser la vidéo, c'est une bonne moyen. Alors, je pense que de toute façon, déjà en interne, beaucoup de gens, on parle de Teams, Zoom, etc. Donc, tout pléthore de solutions de visioconférence. N'hésitez pas à le proposer à vos prospects dès aujourd'hui, parce que finalement, ils sont, je pense, habitués à le faire en ligne aussi et en interne dans leur boîte. Donc finalement, ça va devenir, pas tout à l'heure, Ludo parlait des choses sur lesquelles on va revenir, je pense, on va revenir sur nos habitudes. Je pense que les visios avec les prospects, c'est des choses qui vont vraiment s'ancrer dans la durée, parce que faire, Metz-Angers, aller-retour dans une journée pour voir un prospect, je pense que ça n'a plus trop d'intérêt, eu égard aussi à des aspects écologiques. Tout dépend du métier qu'on fait après, mais sur les métiers de service ou des premiers rendez-vous, une visio, c'est quand même cool. Ouais, carrément. Du coup, pour reprendre la dernière question, donc la question de Sonia sur comment réagissent les entreprises face au démarchage, je vais mettre ça en perspective un petit peu avec la question de Cécile qui nous dit comment réagir face à une entreprise, surtout les PME, qui ont beaucoup de difficultés à se projeter dans les 3 mois. C'est une réflexion que j'entends tous les jours au téléphone. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous prospectez ou que vous envoyez un email de prospection, un email marketing qui parle de vos produits et services,
bah, en fait, vous allez avoir beaucoup de difficultés à convaincre ce genre d'entreprise, justement, qui a du mal à se projeter et qui se dit, bah, moi, je fais le dos rond pour l'instant parce que j'ai besoin d'y voir plus clair et d'être sûr que ma boîte va survivre avant d'investir dans quoi que ce soit. Et donc, la meilleure manière pour essayer d'attirer l'attention et de convaincre ces entreprises de passer à l'action, c'est vraiment d'appuyer sur leurs problématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces PME dont tu parles, Cécile, et les entreprises dont tu parles, Sonia, dans ta question, bah, c'est pas parce qu'il y a le Covid que la seule problématique qu'elles ont, bah, c'est justement le Covid. Elles ont des problématiques de développement de chiffre d'affaires, elles ont peut-être des problématiques, j'en sais rien, de gestion des collaborateurs, d'investissement, d'approvisionnement, etc. Bref, à relier avec votre domaine d'activité. Et donc, bah, Covid ou pas, vous pouvez quand même lui parler de sa problématique. Vous pouvez, lui démontrer que sa problématique, elle est importante, que 2, sa problématique, elle n'est pas si difficile à solutionner si on la divise dans les bons enjeux ou les bons challenges. Et du coup, 3, lui présenter la solution la plus contextualisée possible par rapport justement à sa problématique et aux enjeux qui pourraient être les siens pour essayer de le convaincre. Et surtout, mettre l'accent sur le coût de l'inaction. C'est-à-dire que le coût de l'inaction, c'est un argument, j'invente rien, c'est un argument vieux comme le monde dans la prospection commerciale, mais le coût de l'inaction, c'est un argument hyper fort parce qu'aujourd'hui, avec telle ou telle problématique, bah, si vous ne bougez pas, vous perdez peut-être du chiffre d'affaires, vous perdez peut-être en compétitivité, en productivité ou que sais-je. Et donc, bah, d'appuyer là-dessus, c'est une bonne manière de lui dire, imaginons que sa problématique, c'est qu'il est de moins en moins productif parce que j'en sais rien, ses machines sont de plus en plus sont vieillissantes. Bah, du coup, vous pouvez très bien lui dire, oui, mais vous savez, le contexte Covid, etc., il y aura des répercussions pendant plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années. Et du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer pour vos machines si vous ne bougez pas dans les 2 prochaines années? Vous allez perdre en productivité, de combien vous allez perdre en productivité et quel va être l'impact sur le chiffre d'affaires? Et bien, du coup, c'est une bonne manière de lui démontrer que la peur qu'il a du Covid est peut-être moins importante que la peur qu'il devrait ressentir vis-à-vis de sa baisse de productivité. Coût de l'inaction, effectivement, Cécile, c'est ça. On est OK. Bon, ouais, nickel. Bah, question suivante, parce que le temps file, mine de rien. Et ouais, le temps file, c'est vrai qu'on a abordé que quelques questions. Donc là, l'idée, c'est, je vais laisser un petit peu plus la parole à Sébastien et pendant ce temps-là, je vais vous mettre quelques liens dans le chat. Là, l'idée, c'est de dire comment entamer un premier contact avec un prospect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, comme le disait Sébastien tout à l'heure, parler à des prospects qu'on connaît, c'est pas toujours simple. Il faut arriver au bon moment, il faut avoir une approche bienveillante, une approche, je crois, bisounours. J'ai vu passer ça tout à l'heure dans le chat. Exactement, c'est peut-être un peu ça. Et pourquoi pas un peu de bisounours dans le contexte dans lequel on est. Pourtant, je suis pas trop pour au départ, Sébastien pourra en témoigner. Mais du coup, injecter un peu de posture bisounours dans le contexte dans lequel on est, je pense que ça ne peut pas faire de mal. Mais voilà, donc parler à des prospects qu'on connaît, c'est déjà compliqué. Mais alors, aborder un nouveau prospect, c'est pas simple. Et donc, du coup, on a plusieurs questions, donc notamment de Séverine qui nous dit comment faire du phoning en 2021. Déjà, est-ce que le phoning est le levier pertinent en 2021 ou pas? Et dans quel ordre l'utiliser peut-être et dans quel contexte l'utiliser? Quelle est la meilleure approche pour un premier contact en B2B? Donc, du coup, ça va un peu de pair avec la question de Séverine. Merci à toi, Séverine, et merci à toi, Lisa, pour cette question. En quoi une conversation offre-t-elle de la valeur? On en a déjà parlé, du coup. Merci, Romain. Je pense que j'ai un peu spoilé la réponse à cette question-là dans la question précédente. Et 2 questions qui sont finalement pour moi les mêmes parce qu'en fait, vous allez comprendre pourquoi. On a Audrey qui nous pose la question de comment prospecter dans le milieu médical et on a Laetitia qui nous pose la question de comment prospecter une banque privée. Derrière cette question, j'entends quoi? J'entends comment prospecter dans un milieu complexe, grosso modo. Et que ce soit le milieu médical, la banque privée, le conseil, l'agriculture tout à l'heure ou l'agroalimentaire, comme j'ai pu le voir dans le chat. Enfin bref, je pense que n'importe quel commercial aujourd'hui pense qu'il est dans un pense, et je pense qu'à juste titre pour le coup, qu'il est dans un contexte complexe, difficile. Et donc que ce soit le milieu médical, la banque privée, si vous proposez des solutions qui sont complexes, effectivement, vous allez devoir mener un travail de pédagogie, d'éducation du marché et de réassurance du marché pour pouvoir atteindre vos objectifs. Mais du coup, je vais laisser Sébastien répondre à la question globale qui est comment entamer un premier contact avec un prospect. Ouais, et du coup, rebondir sur la première question qui était celle qui traite du phoning en 2021.
Ouais, c'est une question aussi que je me pose, hein, et j'ai commencé à solutionner où le téléphone en fait reste un des éléments majeurs pour pouvoir échanger avec ses prospects. Et quoique, finalement, je disais juste avant que les visios avaient aussi pris vachement d'importance, mais le téléphone ça reste un premier point de contact hyper important. Euh, Honnêtement, moi j'ai vu pas mal de choses se faire par email. J'ai beaucoup benchmarké ce sujet-là sur le cold emailing, qui reste un moyen de se démultiplier finalement quand les lignes sonnent vides, quand les standards disent ah ben non, machin il est en télétravail et il n'y a pas de renvoi de ligne, parce que souvent il y a des gens, je pense à nos cibles à nous, qui sont très souvent le marketing. Le market parfois n'a pas de téléphone pro en 06, donc du coup il n'y a qu'une ligne fixe. Ils ont surtout pas envie de donner leur numéro de téléphone perso au standard, donc on se retrouve face à des standards qui sont vides. Et là effectivement l'approche par cold emailing elle peut être intéressante. On avait fait une visio, un webinaire là, sur les sujets vraiment orientés sales, sur les outils sales. Bon, on pourra vous mettre des liens aussi par rapport à ça, où on présente quelques outils qui vont vous permettre de récupérer l'adresse mail facilement et de pouvoir finalement adresser des emails qui vont bien. Le fait d'avoir cette information-là d'adresse email, c'est un premier élément. Maintenant, encore une fois, il y a emailing et emailing, du coup, Dupont et Dupont. L'emailing qui apporte aucune valeur, qui fait que pousser des produits et qui propose des rendez-vous sans connaître le contexte des gens en face, c'est complexe. Du coup, même si on a le très bon produit avec la bonne approche mail vraiment commercial, les choses vont pas être forcément au rendez-vous. Donc la première approche pour moi aujourd'hui en 2021 reste une approche soit social selling, avec effectivement une approche LinkedIn telle qu'on a pu la présenter tout à l'heure aussi, et également une approche par email qui fait vachement sens. Le téléphone généralement dans les process arrive un petit peu après, parce que finalement les lignes sonnent vides et puis les gens répondent de manière globale et générale assez peu au téléphone, même lorsqu'ils sont sollicités sur une ligne qui leur est dédiée. Du coup, pour répondre, je vais rebondir sur le sujet de l'emailing. On a Sandra qui nous pose la question quid de l'emailing et de l'opt-in. Donc, si j'ai bien compris ta question, en tout cas, je vais essayer d'y répondre. Tu me diras si je l'avais bien saisi. En fait, l'opt-in, c'est quoi? C'est la confirmation qu'un prospect vous donne qu'il souhaite bien recevoir vos emails. Et donc, face à ça, Sandra, moi, j'ai une posture très tranchée. Je suis assez convaincu qu'il ne faut pas envoyer d'email à quelqu'un qui n'a rien demandé, pour différentes raisons. La première raison, c'est que quand vous contactez un prospect qui n'a rien demandé, vous ne connaissez pas son niveau de maturité, vous ne connaissez pas son contexte. Et donc, quand vous arrivez avec un email un peu construit de la même manière que le message privé LinkedIn que je décrivais tout à l'heure de bonjour, je suis Sandra de telle entreprise, je propose telle solution et je sais que vous, en tant que DG de telle boîte, vous rencontrez telle problématique et du coup, parlons-en. Ça plaît pas, ça intéresse pas et encore moins dans le contexte dans lequel on est. Donc, du coup, c'est compliqué. Comme on n'a pas d'informations sur le niveau de maturité, les problématiques que peut rencontrer le prospect, etc., envoyer un email à quelqu'un qui n'a rien demandé, qu'on ne connaît pas, ça ne fait pas sens pour cette première raison. La deuxième raison, c'est que quand vous envoyez des emails à quelqu'un qui ne vous connaît pas, vous avez, je crois, pas loin de 80% de chances pour qu'il l'envoie directement à la poubelle, voire qu'il vous signale en tant que spam. Et ça, c'est une réelle problématique. On n'en parle pas souvent, mais on n'en parle pas assez, je trouve. Mais quand vous faites ça, en fait, vous dégradez ce qu'on appelle votre réputation d'expéditeur. Il faut savoir que les fournisseurs de messagerie notent votre réputation d'expéditeur et que si votre réputation d'expéditeur est mauvaise, vos emails vont progressivement arriver, vont arriver régulièrement en spam. C'est une des raisons pour lesquelles vos emails arrivent en spam et c'est une des raisons, moi parfois j'ai vu ça, alors c'est assez rare, je vous rassure, mais je l'ai déjà vu quand même. J'arrive dans une entreprise et même eux qui s'envoient des emails entre eux, certains de leurs emails arrivent en spam. Pourquoi? Parce que leur note de réputation d'expéditeur est tellement mauvaise qu'en fait même leurs emails entre eux arrivent en spam. Donc ça c'est vraiment deux choses et effectivement merci Sébastien pour le partage du lien sur la réputation d'expéditeur. Il y a deux choses à faire ici. Pour moi, envoyer un email à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'a pas assez d'informations pour envoyer le bon message au bon moment et en plus, on risque de dégrader notre réputation d'expéditeur. Donc moi, je ne recommande vraiment que d'envoyer des emails à des gens qui ont donné leur accord plus ou moins direct. Ça peut se débattre. Mais en tout cas, qui sont déjà engagés avec vous d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas le cas, c'est quand même assez dangereux. Après, il y a des boîtes qui le font. Il y a des boîtes, le cold mailing, ça existe. Nous, on a des clients qui font du cold mailing. On va pas leur dire d'arrêter le cold mailing du jour au lendemain alors qu'ils génèrent quand même du chiffre d'affaires avec ça. Malgré tout, on revoit la manière d'envoyer les messages. C'est-à-dire qu'on fait en sorte
que le premier email ne soit pas un email de vente, mais soit un email de prise de contact qui apporte de la valeur et qui nous permette, nous, de déterminer si le prospect est en cours et actif dans sa réflexion d'achat et quel est plus ou moins son niveau de maturité. Du coup, en fonction de ces deux informations, s'il est actif et qu'on a son niveau de maturité derrière, on va pouvoir lui envoyer un deuxième email qui soit parfaitement contextualisé avec le bon contenu en face, peut-être un livre blanc à télécharger, peut-être l'inscription à un webinar ou peut-être le rendez-vous à un commercial si on estime qu'il est vraiment très, très mature. Et voilà ce que vous pourriez faire si vous, menez quand même des actions d'email de prospection. Ouais, mais j'irai un peu plus loin aussi, c'est comme pour une première approche finalement, que ce soit en physique ou par email ou par téléphone, arriver avec un élément de contextualisation et ça nécessite de regarder le site web de la boîte, de regarder les contacts LinkedIn que vous pouvez avoir en commun, les dernières publications YouTube, Twitter, etc. Le plus vous arrivez avec de l'info pertinente, le plus vous allez pouvoir accrocher l'oreille de l'interlocuteur, l'oreille ou les yeux finalement, que ce soit par téléphone ou par email, avec une approche qui est finalement toujours un petit peu la même. C'est que un message pour tout le monde, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Je sais même pas si ça a vraiment fonctionné un jour. Le fait d'avoir une approche vraiment spéciale envers chaque prospect que vous essayez d'atteindre, ça apporte forcément plus de valeur à votre discours et à la personne qui va l'écouter. Exactement. Donc du coup, Sandra nous dit, c'est plus cela ma question, l'accord direct ou l'accord indirect qui est très flou pour moi. Bon, si on veut être vraiment tranchant, il n'y a pas d'accord indirect. C'est soit il vous dit oui, je veux recevoir des emails, soit il vous dit non, soit il vous dit rien et du coup, ça équivaut à non. Cependant, si là, pour le coup, vous vous contentez d'envoyer des emails qu'à des personnes qui vous ont dit oui, je veux bien recevoir vos emails, là, vous n'allez pas envoyer des emails à grand monde. Là, je vais parler uniquement en B2B pour ce que moi je connais et parce que le B2B, dans le B2B, la RGPD est bien plus light qu'en B2C, donc de particulier, d'entreprise à particulier. Donc en B2B, en fait, Sandra, tu peux partir du principe qu'une personne qui s'est engagée avec toi, donc en faisant peut-être une demande de démo, en téléchargeant un livre blanc, en participant à un webinar, ou en venant te voir sur un salon professionnel. Donc c'est moins le cas en ce moment forcément, mais ça arrive, c'est arrivé par le passé et ça arrivera, je l'espère, dans le futur. Là, on peut partir du principe qu'il y a une relation en fait qui s'est réalisée entre vous et le prospect. Et du coup, vous avez le droit, d'un point de vue RGPD, de lui envoyer des emails qui ne parlent que de professionnels, soyons bien clairs là-dessus. Et donc, c'est faisable. Mais à partir du moment où une personne s'est engagée avec vous, bah déjà, elle vous connaît. Donc, vous évitez les 80% qui vont vous mettre à la corbeille parce qu'ils vont vous connaître en tant qu'expéditeur. Donc, déjà, il y a plus de chances qu'ils ouvrent l'email. Et s'il s'est intéressé à l'un de vos contenus, si vos messages sont bons derrière, bien construits, bien personnalisés, bien contextualisés, il devrait logiquement aussi s'intéresser à vos emails. Donc du coup, ça devrait marcher. Magali nous dit en B2B, un accord verbal suffit complètement. Et dans tous les cas, si on lit vraiment le texte au pied de la lettre, la RGPD dit que on a le droit d'envoyer un email à une personne sur son adresse professionnelle si on lui parle professionnel, c'est-à-dire si on lui parle de son travail. Donc même s'il n'y a pas accord, on a le droit de le faire. Ensuite, du coup, Sébastien, donc on en était là. Donc, en quoi une conversation offre-t-elle de la valeur? Bah ça, on l'a répondu plutôt dans la slide précédente. Et comment prospecter dans le milieu médical? Comment prospecter une banque privée? Donc, Audrey et Laetitia, là, c'est pareil. On en a parlé beaucoup dans la slide précédente. Finalement, c'est vraiment parler des problématiques de votre cible plutôt que de parler de vos produits. Parce qu'en plus, dans des milieux complexes comme le médical, la banque privée je pense beaucoup quand même de domaines d'activité, la personne qui prend la décision finale n'est pas forcément la personne qui mène les réflexions. Et donc, en fait, votre but dans ces milieux-là, ça va être d'identifier la personne qui commence à réfléchir à la problématique, la personne qui recherche les solutions et d'identifier aussi la personne qui prend la décision. Et essayer d'attirer l'attention de chacune de ces personnes-là avec des emails différents, des appels différents et même peut-être des messages différents sur les réseaux sociaux ou sur votre site Internet. C'est là où effectivement la création de contenu, et on va reparler un petit peu juste après, va entrer en jeu finalement. Ouais, mais il y a un point par rapport à ça. Ludo était là lorsque j'ai fait un call avec un de nos prospects et qui me disait non mais vous comprenez pas Sébastien, moi ce que je veux c'est qu'il y ait le directeur France de Century 21 qui vienne sur mon site et qui télécharge un truc.
Ben, j'ai dit, ben ça n'arrivera jamais. Parce que je pense que ce mec-là, en fait, c'est même pas lui qui fait ses recherches sur Google, il demandait à quelqu'un de les faire pour lui. Et donc, effectivement, il y a une notion d'écosystème à bien comprendre par rapport à une approche sur un milieu complexe. On a jusqu'à 6 interlocuteurs différents et 6 décideurs pour des process en B2B. Donc, essayer de taper le grand chef, c'est pas forcément une bonne posture parce que lui, il délègue beaucoup de sujets qui vont être des sujets qui jugent annexes, mais importants pour lui, mais qui vont être faits par d'autres personnes. Donc, effectivement, il faut pouvoir identifier qui sont ces personnes-là dans ce process de réflexion pour finalement arriver à grimper l'échelle, pour arriver à faire le process commercial qui est le vôtre dans des milieux complexes. Donc du coup, pour en finir avec cette slide, on a Eric qui nous dit « Il faut mettre en avant et sans équivoque que le prospect peut se désinscrire et la procédure doit être simple. » Pour les emails de prospection B2B. Carrément, Eric, tu as 100% raison et ça, c'est hyper important et merci à toi, Eric, de le préciser. Il y a trop d'entreprises encore, que ce soit pour des emails marketing ou des emails de prospection, qui cachent le lien de désinscription parce que déjà, il est obligatoire, faut le mettre. Là, pour le coup, c'est vraiment un ordre, entre guillemets, de la CNIL, donc faut avoir un lien de désinscription dans les emails. Mais il y en a qui le mettent, du coup, pour contourner un petit peu l'obligation dans les outils d'email, mais qui le mettent en blanc sur blanc ou en gris très clair sur blanc, etc. Ça, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que la personne qui veut se désinscrire, si elle trouve pas comment le faire et qu'elle ne peut pas le faire facilement, bah, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre votre email, elle va le mettre signalé en courrier indésirable et là, votre réputation d'expéditeur va prendre très, très cher. Comment se démarquer dans sa prospection LinkedIn? Alors là, c'est pareil. On a fait quelques interventions, notamment d'un point de vue webinaire sur LinkedIn, mais on a 2 questions. Et il y en a une qui me tient vraiment à cœur, donc j'ai envie qu'on la développe. C'est celle de Mathieu et celle de Pauline aussi me plaît beaucoup, mais celle de Mathieu, je la trouve hyper importante et un peu moins courante. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai envie de passer un peu de temps dessus. Mais on a une question aussi de Pauline qui est importante, c'est comment être différenciant dans sa prospection LinkedIn. Là, c'est un peu pareil. Déjà, le premier truc à faire, c'est stop au copier-coller, c'est-à-dire que d'envoyer le même message à tout le monde en changeant le prénom. Et puis des fois, j'oublie, donc j'ai fait une boulette et du coup, bah la personne qui reçoit mon email, elle est pas contente, elle me fait une remarque, etc. Et là, le truc qu'on voit de plus en plus souvent, parce que ça m'est arrivé, ouais, moi en tout cas, ça m'est arrivé 2 fois là en 15 jours. De personnes qui utilisent des logiciels d'automatisation pour envoyer des messages privés sur LinkedIn. Et je reçois carrément bonjour avec le jeton de personnalisation, avec les accolades qui va bien et le truc, qui veut rien dire là, qui est censé être remplacé par mon prénom quand ça marche bien. Et du coup, ça n'a pas marché et je reçois ça. Et derrière, tu reçois un mail qui est hyper bien écrit, qui voudrait te laisser croire que la personne te l'a écrit directement pour t'écrire à toi, mais tu as le petit jeton automatisation qui gâche tout. Ça, effectivement, il faut éviter. Et en fait, finalement, Pauline, comment être différenciant dans sa prospection LinkedIn? Pour se différencier, il va falloir, on va dire 3 choses. La première chose, c'est qu'il va falloir optimiser ton profil. Ton profil doit parler de toi forcément, de tes expériences, de tes compétences, de ce que tu peux apporter, mais on doit aussi comprendre sur ton profil, un prospect doit comprendre sur ton profil ce que tu peux lui apporter et la valeur ajoutée que tu vas lui apporter. Donc, il y a pas mal de choses. Je vais vous mettre un lien dans le chat, mais il y a vraiment pas mal de choses à faire pour optimiser votre profil. Donc, ça part de la photo de profil, en passant par le titre, en passant par les expériences, la description du profil, etc. Donc, je vous ai mis un lien dans le chat pour la prospection LinkedIn. Donc, ça, c'est la première chose. Avoir un profil qui soit différenciant, donc une belle photo avec peut-être un cercle de couleurs autour pour que vous soyez plus visible dans le fil d'actualité ou les résultats de recherche, par exemple, d'avoir un titre qui soit percutant et qui présente plutôt la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à vos prospects plutôt que ce que vous faites, de dire que vous êtes commercial dans telle boîte ou responsable marketing dans telle boîte, ça apporte pas vraiment de valeur à vos prospects. Le but, c'est d'essayer de trouver une formulation qui soit la plus percutante possible et qui transmette bien votre valeur ajoutée. Bref, il y a tout un tas de choses à faire sur le profil. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de bien identifier vos prospects. Imaginons, vous ciblez les responsables marketing. Si vous tapez responsable marketing dans la barre de recherche et que vous contactez tous les résultats en leur envoyant le même message, ça, c'est pas un process d'identification des prospects. Ce que vous devez faire, c'est vraiment prendre un maximum de caractéristiques propres à votre prospect idéal et essayer d'utiliser, par exemple, la recherche avancée sur LinkedIn pour les renseigner et avoir peut-être moins de résultats dans les résultats de recherche, moins de contacts, mais avoir des contacts qui correspondent parfaitement aux personnes auxquelles vous voulez parler pour pouvoir justement lui envoyer des messages ultra contextualisés derrière. Donc, pour bien identifier les prospects, il faut déjà travailler votre persona. Je vais vous mettre le lien vers une vidéo juste après si le concept de persona vous parle pas. Et du coup, en fonction des informations que vous aurez récupérées sur votre persona, vous pourrez
mieux cibler vos recherches. Vous pourrez aller voir dans des groupes de discussion. Vous pourrez peut-être même contacter des personnes qui likent ou commentent vos publications, voire même peut-être les publications de vos concurrents. Et donc là, du coup, vous aurez plus de chances aussi de faire mouche parce que vous allez vous adresser à la bonne personne. La troisième chose, donc après l'optimisation du profil et l'identification des prospects, ça va être de construire une séquence de messages qui vous permettent de parler problématiques de vos prospects et essayer de faire un email 1, je parle de ta problématique et j'essaye de te faire comprendre pourquoi cette problématique est importante. Message 2, je te donne des solutions très objectives pour résoudre ta problématique. Et message 3, je te propose qu'on en parle ensemble. Et donc là, vous avez une séquence d'emails qui est un peu différenciante que celle qu'on peut voir avec email 1, je te dis ce que je fais, email 2, je te relance parce que tu m'as pas répondu, et email 3, je te dis que je suis déçu parce que tu me parles pas. Ça marche pas. Ça a jamais marché à part saouler les utilisateurs LinkedIn, c'est tout ce que ça fait. Donc pensez à ça, une séquence en 3 messages. Message 1, je te parle de tes problématiques et je te donne peut-être les raisons pour lesquelles tu rencontres cette problématique-là. Message 2, je te présente des solutions objectives une liste de solutions dans laquelle il y aura peut-être la mienne, mais il y en aura aussi d'autres pour être objectif. Et enfin, en message 3, je te propose qu'on en parle et là, je mets un lien vers mon agenda si j'ai la prise de rendez-vous en ligne. Donc, on a Lorraine qui nous dit « C'est super intéressant, mais j'ai une autre réunion qui commence. Merci à vous deux. » Et salut Lorraine. Il y aura dans tous les cas un replay sur la chaîne YouTube si tu souhaites voir la suite. Marie qui nous dit « Si on doit penser écosystème, vaut-il mieux s'adresser à l'ensemble des cibles de cet écosystème plutôt que de tourner ces messages purs pour toucher uniquement le cœur de cible ?» Ce que je dirais pour répondre à ta question, si je l'ai bien compris, Marie, c'est que le but, c'est quand même de contextualiser au maximum. Donc, le but, c'est que tes messages, que tu aies des approches, des actions marketing ou des actions commerciales qui soient différentes selon tes interlocuteurs dans cet écosystème, selon peut-être les structures que tu vises dans cet écosystème. Enfin bref, il faut vraiment que s'il y a plusieurs acteurs dans la prise de décision chez ton prospect, il faut vraiment que tu aies des approches, des actions marketing et commerciales pour chacun finalement de ces acteurs dans la réflexion. Seb, est-ce que tu avais des trucs à rajouter là-dessus ? Pas mieux, par rapport à ce que tu viens d'évoquer là, oui, effectivement, avoir une approche système. J'ai demandé à Marie de préciser parce qu'il y a des choses que j'étais pas sûr d'avoir compris sur sa question. Oui, effectivement, avoir une approche sur les différents cœurs de cible que tu peux avoir, c'est important parce que, encore une fois, l'exemple que je prenais sur le directeur France de Century 21, si on cible que celui-là, il y a peu de chances qu'il arrive sur le site. Par contre, les collaborateurs et comprendre comment est fait son système de réflexion et son système de recherche d'informations, là, ça peut avoir effectivement beaucoup de sens. Et du coup, Marie, après, si tu souhaites qu'on puisse en parler, je te partagerai un lien de rendez-vous tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure pour qu'on puisse évoquer ces sujets-là ensemble si tu veux. Du coup, Sébastien, je vois que tu avais déjà mis le lien pour le persona, yes. Donc du coup, j'ai remis le lien vers la vidéo YouTube, c'est pas grave. Voilà. Donc, ouais, non, tu voulais dire un truc ? Bien, quoi. Comme ça, il y est 2 fois, c'est cool. Ok, cool. Donc Marie nous dit « Bonjour, dans mon cas, je travaille en start-up et fais de la prospection sans avoir encore de produits à vendre, donc j'ai du mal à avoir une approche vraiment commerciale, donc je tente plutôt une approche naïve de compréhension du marché. Qu'en pensez-vous ?» C'est plutôt pas mal, Marie. Le but, pense plutôt… si t'as pas encore de produits à vendre, j'imagine qu'il est en développement et que, en plus, si tu es dans l'univers startup, les startups sont vachement là-dedans, elles essayent de résoudre une problématique. Leur raison de vivre, c'est de résoudre une problématique importante. Et donc, ton but, en fait, pour attirer l'attention des prospects et donc de tes clients futurs, ça va être vraiment de travailler cette problématique-là et d'adresser cette problématique-là auprès de tes prospects en leur envoyant des contenus qui leur permettent de comprendre cette problématique-là, pourquoi elle est importante et comment potentiellement ils pourraient les résoudre. Donc, vraiment parler problématique. Et donc, du coup, d'avoir une approche, je pense, de compréhension du marché, j'imagine que c'est un petit peu dans cette démarche-là. Pour en finir avec la prospection LinkedIn, on a Mathieu qui nous pose une question qui, moi, me paraît ultra pertinente. C'est comment embarquer l'équipe commerciale dans une stratégie LinkedIn. La Covid, si on veut être exact, a propulsé les commerciaux sur LinkedIn. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on s'est retrouvé enfermé, sans salon professionnel, sans pouvoir se déplacer, en tout cas avec des restrictions de déplacement et des restrictions dans les rendez-vous. Prospecter par téléphone pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, c'est compliqué. Donc, il y a beaucoup de commerciaux, leur direction ou même eux-mêmes ont peut-être pris l'initiative de le faire. Mais généralement, ça vient quand même de la direction et ça vient quand même de l'entreprise elle-même qui leur a dit, maintenant, pour prospecter, allez sur LinkedIn, vous trouvez des prospects, vous leur envoyez des messages, vous chopez des rendez-vous et vous convertissez. La problématique avec ça, c'est que il y a déjà 2 types de commerciaux. Il y a les commerciaux qui sont plutôt partants
mais qui n'ont pas les compétences pour et qui se demandent s'ils vont y arriver. Et on en reparlera. Et il y a les commerciaux qui n'ont même pas envie d'y aller parce qu'ils fonctionnent à l'ancienne. Ils avaient leur process qui tournait hyper bien, qui leur permettait d'atteindre leurs objectifs tous les mois. Enfin, tout allait bien en fait avec leur process traditionnel. Et là, on leur demande d'avoir un process complètement différent et d'aller sur LinkedIn. Ils n'ont pas envie. La problématique que rencontrent ces deux types de commerciaux, c'est que ils vont importer, puisqu'ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été sensibilisés à la manière de bien communiquer sur LinkedIn, ils vont importer leur méthode de prospection traditionnelle sur LinkedIn. Et donc, ils vont se retrouver à avoir le même discours en message privé en envoyant des demandes de connexion à tout le monde. Ils vont avoir la même approche en message privé qu'ils auraient en envoyant un email à froid ou un appel téléphonique à froid. Bien évidemment, importer des méthodes de prospection traditionnelles sur un levier innovant comme LinkedIn, ça ne fait pas sens. Mais ça, le commercial qui est la tête dans le guidon et on lui a dit va sur LinkedIn, ou même lui s'est dit il faut que j'aille sur LinkedIn pour atteindre mes objectifs et décrocher le variable qui va me faire vivre. En fait, il se pose pas cette question-là. Il est la tête dans le guidon, il envoie ses messages et il se dit si j'en envoie 100, je vais peut-être avoir un retour. Et du coup, je vais en envoyer 300, j'aurai 3 retours, etc. Et donc, il y va, il bombarde. Bien entendu, ça ne fonctionne pas. Et donc, si on reprend notre commercial qui voulait y aller, mais qui pensait, qui avait des doutes assez forts sur sa capacité à y arriver, ou si on prend notre commercial qui n'avait pas envie d'y aller et qui s'est retrouvé propulsé là par obligation, ces deux-là, n'obtenant pas de résultats puisqu'ils n'ont pas les bonnes méthodes, ils vont se dire, pour le premier, ça marche pas, j'y arriverai jamais, je suis nul, et donc il va passer à autre chose. Et pour le deuxième, il va dire, je savais que ça marcherait pas, de toute façon, il y a que mon process qui marche, donc il va arrêter aussi. Et donc, la problématique de Mathieu, comment embarquer l'équipe commerciale dans une stratégie LinkedIn, elle est justement là. C'est-à-dire qu'il faut convaincre les commerciaux que d'être sur LinkedIn, ça apportera de la valeur ajoutée et ce sera plus confortable pour lui et ça lui permettra d'avoir des résultats. Étape 2, il faut lui donner toutes les clés finalement pour réussir sa prospection commerciale. Donc, faut pas l'envoyer sur LinkedIn dans la nature en lui disant vas-y, trouve des prospects et envoie des messages. Non, il faut lui donner les bonnes méthodes. Donc là, il faut le coacher, il faut le former. Et donc là, effectivement, nous, on peut vous aider, mais il faut lui donner les clés en fait pour qu'il comprenne comment fonctionne LinkedIn et qu'il puisse le mettre en œuvre. Le troisième point, ça va être de souligner les succès. C'est-à-dire qu'un commercial qui commence à découvrir LinkedIn et qui n'obtient pas encore de chiffre d'affaires ou n'arrive pas à convertir de prospects en clients grâce à LinkedIn, on peut se dire c'est pas bon, il n'y a pas de bons résultats, c'est dommage et ça marche pas. Non, derrière ça, il y a peut-être quand même des succès. Peut-être quand même qu'il a noué de nouvelles relations, peut-être qu'il a identifié des prospects auxquels il n'aurait jamais parlé avant ça, etc. Donc l'étape 3, c'est quoi? C'est de souligner les succès, même s'ils sont minimes, même si ce n'est pas encore du chiffre d'affaires à court terme. Et si vous faites ces 3 étapes-là, c'est-à-dire faire un peu de pédagogie, comment on appelle ça, c'est pas de prévention que je veux dire, bref, j'ai pas le mot, mais en gros, qu'on essaye de bien faire comprendre aux commerciaux les avantages qu'ils vont tirer de la prospection LinkedIn, qu'on leur donne toutes les clés pour réussir leur prospection LinkedIn et qu'on les accompagne peut-être sur la durée aussi pour qu'ils puissent s'améliorer d'un point de vue prospection LinkedIn et qu'on souligne bien les succès, là, on pourra embarquer l'équipe commerciale dans la stratégie LinkedIn. Oui, ça on l'a vu. Il y a un truc aussi qui fonctionne plutôt pas mal quand on est amené, nous, à traiter avec une armée de commerciaux, entre guillemets, ou pas mal de commerciaux qui, certains vont être assez matures, certains vont être moteurs, certains vont être en mode, ouais, non, LinkedIn, ça fait chier. Prendre le champion ou les champions et souligner leur succès aussi au reste de l'équipe. Alors, c'est pas dans un but de narguer par rapport aux résultats positifs de certains et aux non-résultats des autres, mais c'est plutôt de leur montrer que vous avez tous la même information, vous avez tous compris la même chose. Maintenant, l'adhésion et la participation de certains ont fait que ça fonctionne. Donc, il y a effectivement des cas d'école à montrer en interne. Et ça vaut pour cette prospection LinkedIn et pour l'utilisation d'autres outils aussi qui peuvent faire sens par rapport à un développement commercial. Donc du coup, j'ai vu passer une question qui me tend une perche parfaite pour la slide suivante. J'ai vu une personne, alors il faut que je le retrouve, quelqu'un qui nous demandait des exemples voilà, Cécile qui nous dit, vous avez des exemples de messages LinkedIn. Je vais pas pouvoir t'en donner tout de suite. Par contre, et là, pour le coup, je vais me permettre de faire un petit placement de produit. On a lancé une formation en ligne qui s'appelle la formation Social Selling Pro. Dans cette formation-là, on a condensé en 6 heures de vidéo toutes les actions que vous devez mettre en œuvre pour optimiser votre profil, identifier vos prospects et surtout leur envoyer le bon message au bon moment. Tout à l'heure, je parlais de séquence de messages, mail 1, message 2, message 3. Dans cette formation Social Selling Pro, on vous donne
toutes nos astuces pour bien identifier des prospects. Donc, on vous parle de la recherche avancée, on vous parle des groupes de discussion, on vous parle de lead scoring. Bref, on vous donne tout un tas de méthodes et on vous donne le process pour trouver des prospects qualifiés sur LinkedIn. Et on vous donne également toutes nos idées de messages pour contacter et envoyer le bon message au bon moment. Et dans cette formation Social Selling Pro, si vous êtes en plus à l'aise avec l'informatique, à la fin, dans le dernier module, donc il y a 4 modules, 6 heures de vidéo, et dans le 4e module, on vous présente même comment automatiser votre prospection LinkedIn. Donc cette formation, elle s'appelle la formation Social Selling Pro. Et je vous mets le lien dans le chat si vous souhaitez en savoir plus. Vous allez arriver sur la page de vente, vous allez avoir des informations. Il y a une vidéo, il y a le programme et il y a toutes les informations dont vous avez besoin pour cette formation-là. Mais très honnêtement, on ne doit pas être loin de 100 clients, je pense, pour cette formation Social Selling Pro depuis septembre seulement, et on a très peu communiqué dessus parce que pour l'instant on pousse pas trop notre académie de formation en ligne, mais on va le faire. Ça fait partie de notre projet justement. Je vois Sébastien qui sourit. Ça fait effectivement partie de nos bonnes résolutions pour 2021 qu'on n'a toujours pas mis en place, c'est de pousser cette formation-là. D'autant plus que c'est hyper dommage parce que sur les 100, et il y a peut-être des personnes qui sont dans le chat qui ont pris la formation Social Selling Pro, et du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans le chat. On n'a que des retours positifs de gens qui ont testé des choses, qui ont appliqué à la lettre ce qui est décrit dans la formation en même temps qu'ils le voient sur la vidéo, ils le font derrière leur directement sur leur LinkedIn, et ils arrivent à générer des résultats. Donc en fait, ils arrivent à rentabiliser le prix de la formation en suivant la formation, et donc là, on est plutôt content par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à voir pour la formation. Il y a Delphine qui dit yes, top la formation. Merci à toi, Delphine. Et effectivement, on a reçu beaucoup de témoignages clients qu'il faut qu'on mette sur la page de vente qu'on n'a toujours pas mis. Bref, il y a effectivement pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Mais d'un point de vue prospection LinkedIn, vraiment, si vous souhaitez vous former à LinkedIn à votre rythme, sans avoir un intervenant ou sans passer par une agence ou sans passer par nous, parce qu'on peut aussi faire des formations en visio ou en présentiel selon les possibilités de déplacement, on peut faire. Mais si vous voulez vraiment la suivre à votre rythme et que vous voulez avancer vous-même et tester les choses vous-même, vous avez la formation Social Selling Pro, et honnêtement, je pense que c'est plutôt pas mal. On est assez fiers de ce produit-là. Je regarde s'il y a des questions du coup entre deux. Gilbert qui nous pose la question de Sales Navigator ou LinkedIn Ads. Quel levier recommandez-vous pour l'acquisition de clients B2B? Là, pour le coup, Gilbert, je te recommande la formation Social Selling Pro. Je vais remettre le lien pour les personnes qui ne l'ont pas vu dans le chat. Mais vraiment, on en parle dans la formation Social Selling Pro. Donc, n'hésite pas à aller voir. On a Mélanie qui nous dit « Je viens de me lancer en freelance après avoir été salarié pendant plusieurs années. Je me suis lancé après 2 ans d'inactivité suite à des gros soucis personnels. Je dispose d'un réseau, mais que je n'ai pas contacté depuis plus de 2 ans du coup. Pensez-vous qu'il est pertinent de les recontacter via LinkedIn, par exemple, après tant d'absence, et dois-je tenter de prospecter de nouveaux clients? Je pense qu'il faut faire les deux, mais Mélanie, j'ai un truc pour toi, et donc du coup, reste bien jusqu'à la fin. Je vais avoir quelque chose à te proposer, puisque c'est un sujet que j'ai vraiment traité de fond en comble dans un livre, si vous n'avez pas vu passer ça, et je vous ferai juste un peu de pub tout à l'heure par rapport au livre aussi. J'en parle là-dedans, et du coup, je donne quelques billes, Mélanie, qui pourraient te permettre de passer à l'action plus concrètement et d'avancer un peu plus concrètement dans ta nouvelle vie de freelance. Mais on en reparle bientôt d'ailleurs, puisque je vais me servir de cette slide-là pour faire la transition. Quelles actions marketing originales testées en 2021? En introduction, je vous disais que dans le contexte dans lequel on était, si on ne prend pas de risque aujourd'hui, on ne prendra jamais de risque. Et donc, aujourd'hui, on va composer avec des budgets qui sont limités. On doit essayer aussi d'être innovant, justement, pour attirer l'attention des prospects qui n'ont pas envie de nous parler et qui n'ont pas envie de prendre de décisions d'achat. Et donc, pour ça, effectivement, il faut revoir sa stratégie commerciale, et on a vu pas mal de billes par rapport à tout ça depuis le début du webinaire. Mais il faut aussi revoir sa stratégie marketing, et c'est l'occasion, du coup, de tester de nouvelles choses. On a reçu plusieurs questions, donc on va pas pouvoir les traiter de fond en comble, et on vous mettra peut-être des liens dans le chat pour récupérer des éléments, parce qu'on a pas mal de vidéos ou d'articles sur ces sujets-là. Mais on a Alem qui nous pose une question: comment mettre en place une stratégie inbound marketing? Effectivement, dans le contexte dans lequel on est, et ça fait, je vais vous remettre le replay du webinaire dans lequel on avait traité comment gagner des clients, prospecter et mettre en place une bonne stratégie marketing malgré la Covid-19. Du coup, on parle de la stratégie inbound marketing dedans, donc on présente comment mettre en place cette stratégie. Mais effectivement, l'inbound marketing aujourd'hui, qui consiste à attirer des visiteurs sur votre site internet pour les convertir en prospects et convertir ces prospects en clients, c'est forcément une bonne méthode aujourd'hui, parce que le prospect,
il veut mener sa réflexion à son rythme tranquillement, donc il va aller chercher des informations sur Internet. Et s'il tombe sur vous, il va s'engager avec vous. Et une fois qu'il sera prêt à parler à un commercial, il parlera avec votre commercial à vous. Donc, l'inbound marketing, c'est effectivement une bonne manière de faire. Comment booster son marketing sur les réseaux sociaux? Merci Abdoulaye pour cette question-là. Je vais y revenir parce que c'est un point important. Il y a une question, comment être efficace sans être putaclic? Merci Victor. J'ai adoré cette question, elle me fait rire. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi Victor, tu veux pas être putaclic? Ça, c'était ma réponse vraiment tranchée par rapport à ça. Le putaclic, c'est quoi? C'est d'essayer, et je pense que c'est mal traduit en français par rapport au concept anglais que j'ai plus en tête, mais la traduction n'est pas bonne. Le putaclic, c'est quoi? C'est en gros, c'est de mettre des titres, des miniatures, si on fait des vidéos ou des articles, des en-têtes, des visuels d'articles qui soient percutants, dans le but d'inciter les gens à cliquer pour consommer nos contenus. Victor, en fait, c'est essentiel, je dirais que c'est essentiel d'être putaclic, pas n'importe comment, c'est-à-dire on va pas vendre des mensonges, on va pas dire que notre article parle de ça alors qu'il parle pas de ça et tout, mais le but vraiment du marketing aujourd'hui, c'est de savoir parler à des gens qui ne sont pas matures ou qui ne sont pas actifs dans leur réflexion d'achat. Et donc, si vous voulez faire passer un message à quelqu'un qui n'est pas engagé dans sa réflexion, vous avez que quelques millièmes de seconde pour le faire. Et donc, les titres sont importants, les miniatures, les visuels sont essentiels, et donc il faut les optimiser pour que le taux de clic soit important. J'ai fait un podcast avec une personne qui s'appelle Victor Ferry, qui est docteur en rhétorique, et qui, dans ce podcast-là, nous explique qu'en fait, selon le niveau de maturité d'un prospect, au départ, on doit parler avec quelqu'un d'un niveau chimpanzé pour pouvoir après parler à son niveau philosophe. Et donc, le putaclic doit justement vous permettre d'attirer l'attention du chimpanzé pour pouvoir derrière délivrer votre message au philosophe. Je vous laisse vraiment méditer là-dessus parce que je pourrais en parler 1 heure et c'est pas le but. Et là, on va finir à 12h30, donc ça sera pas bon. Mais vraiment, pensez à ça. Le putaclic, si vous ne mentez pas, si vous n'abusez pas vraiment dans les titres, mais que vous utilisez uniquement des techniques d'optimisation pour que le titre soit cliqué ou que la miniature soit cliquée, il y a rien de mal à ça. Donc honnêtement, je le recommande et j'ai fait un article d'ailleurs. Je vais essayer de vous le Sébastien, si tu peux le retrouver sur le blog SLN Web, tu tapes dans la barre de recherche putaclic, tu vas voir, j'avais fait un article là-dessus. Pour moi, le putaclic, c'est essentiel. Très beau mot-clé, d'ailleurs. Bravo. Très beau mot-clé. Je sais pas si on tape putaclic sur Google, si on est premier encore ou pas, mais en tout cas, c'est important. Et comment atteindre ses objectifs sans base client? Merci, Carole. Donc, j'ai vraiment regroupé toutes ces questions-là dans la question plus globale. Quelles actions marketing originales en 2021? Et je vous dis en sous-titre, la voix et l'image sont au cœur de tout. Aujourd'hui, le marketing digital devient de plus en plus compliqué parce que les plateformes qu'on utilise pour générer de l'audience, générer des prospects et donc générer du chiffre d'affaires mettent en place des modifications d'algorithmes qui font, dans le but de faire en sorte que les utilisateurs restent sur leur plateforme et ne partent plus sur des sites internet tiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous souhaitez partager un lien vers votre site internet sur Facebook, LinkedIn, Twitter ou les autres, vous aurez moins de visibilité que vous auriez pu en avoir il y a quelques années. Au-delà de ça, du coup, les entreprises se rendent compte que les réseaux sociaux, Google, YouTube, tous les leviers qu'ils utilisent pour faire du business aujourd'hui d'un point de vue marketing, sont hyper volatiles et qu'on peut très bien tout perdre du jour au lendemain. J'ai fait un article qui explique, et j'ai vu, du coup, Sébastien m'a partagé une actualité qui va forcément résonner dans ce que je vais vous dire. Mais en fait, j'ai fait un article qui disait que si vous misez tout aujourd'hui d'un point de vue marketing sur le référencement Google, dans 5 ans, vous êtes mort. Donc là, je suis forcément tranchant pour être percutant dans le webinar et voilà, c'est le but. Je parle aux chimpanzés pour pouvoir délivrer mon message philosophe. Voilà, typiquement du putaclic. Pourquoi je dis ça? Parce que les évolutions de Google sont faites pour que l'utilisateur trouve sa réponse sans avoir à cliquer sur les liens de recherche. Et Sébastien m'a partagé une étude toute récente qui dit qu'aujourd'hui, 50% des recherches saisies sur Google n'engendrent pas de visite sur un site internet derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 50% des recherches, l'utilisateur trouve sa réponse dans Google.
Vous le voyez, quand vous tapez des mots-clés sur Google, maintenant, des fois, vous avez une réponse synthétisée dans un encart, où vous avez une liste d'actions ou de caractéristiques qui correspondent à réponse à votre question. Ou alors, vous avez aussi un truc qui se développe de plus en plus, la recherche vocale, qui fait que quand on fait une recherche vocale sur son téléphone ou sur son assistant vocal à la maison, on obtient une réponse aussi vocale et que, du coup, on va pas visiter de site internet. Donc, tout ça fait que 50% des recherches sur Google n'engendrent pas de visite sur un site internet. Donc ça, c'est un des premiers points pour le référencement. En fait, si vous misez tout sur Google, petit à petit, ce 50% va se transformer en 70%, 80%, et donc vous allez perdre du trafic et vous allez perdre en performance et donc en chiffre d'affaires. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Vous le voyez, les algorithmes. J'ai fait pas mal de vidéos sur les algorithmes. Et Sébastien, du coup, si tu peux retrouver la vidéo YouTube qui parle des algorithmes sur les réseaux sociaux qui nous manipulent avec la photo de Mark Zuckerberg sur la miniature et la mettre dans le chat. J'explique pourquoi les algorithmes nous manipulent et en fait, là, c'est pareil. Toutes les évolutions d'algorithmes font que, en fait, être visible sur les réseaux sociaux, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, si vous faites votre chiffre d'affaires ou une partie de votre chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux, ça craint. Pour lutter, du coup, contre ces évolutions des leviers, votre but va être en fait de gagner ce qu'on appelle la bataille de l'attention. La bataille de l'attention, c'est quoi? C'est de faire en sorte que votre audience vous suive pour qui vous êtes et non pas pour la plateforme sur laquelle vous êtes. Il y a une nuance qui est hyper essentielle. Et ça, pour faire ça, rien de mieux que la voix ou que l'image. C'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo, vous n'êtes pas en train de regarder un contenu YouTube, vous êtes vraiment en train de regarder une personne qui parle. C'est pareil pour un podcast, c'est pareil pour plusieurs leviers. On va en parler juste derrière, des leviers qui peuvent être intéressants à exploiter en 2021. Mais ça, c'est tout l'intérêt. Donc, l'image et la voix vous permettent de contourner un petit peu l'effet je vais sur Facebook, je vais sur LinkedIn. Non, je suis une personne qui est en vidéo, qui parle, qui est à l'oral. Et du coup, de faire de la vidéo en 2021, une chaîne YouTube peut-être, ou du Twitch, du streaming, bref, peu importe. Faire de la vidéo, en tout cas, ça c'est important. Faire de la voix, n'hésitez pas peut-être à tester un podcast. On va enregistrer un podcast et voir les retours. Vous n'allez pas générer des milliers d'écoutes au départ, mais même 10 écoutes peuvent être importantes pour signer un prospect. Donc voilà, la voix et l'image sont vraiment au cœur de tout. Donc si je devais vraiment vous donner des pistes d'action originales à tester en 2021, ça va pas paraître forcément original pour certaines personnes dans le chat, mais vraiment si on regarde le taux d'adoption des entreprises B2B en France, des entreprises qui ont une chaîne YouTube qui ne parlent pas de leurs produits, mais qui parlent des problématiques ou qui parlent de sujets très intéressants pour leur cible, il y en a pas beaucoup. Des entreprises qui ont des podcasts, encore moins. Donc, créer une chaîne YouTube en 2021 ou avoir un podcast, pour moi, c'est deux belles actions à tester. Pour rebondir justement sur ce principe de voix et d'image, et essayer de gagner cette bataille de l'attention pour justement réduire l'impact des algorithmes et notre dépendance par rapport au levier actuel, il y a un nouveau levier, et ça m'intéresserait du coup d'entendre vos retours dans le chat si vous l'avez testé. Ce nouveau levier, c'est Clubhouse. Qui moi je pense ne va pas durer longtemps, mais bon, je vais pas mouiller trop non plus parce que je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ce truc-là. Mais ça me fait penser à un réseau social qui s'appelait Meerkat, qui est sorti, je crois, en 2016 et qui a été immédiatement avalé par Periscope. En fait, Periscope a récupéré toute l'audience. Periscope, c'était un outil lancé par Twitter, en fait, qui permettait de faire du live streaming. Et aujourd'hui, le live streaming, c'est tout sauf Meerkat et c'est tout sauf Periscope d'ailleurs. Et il y a Facebook qui s'est lancé là-dedans, il y a LinkedIn qui se lance, etc. Il y a YouTube, etc. Il y en a plein. Donc voilà. Et j'ai l'impression que Clubhouse, ça va être un peu pareil. Mais Clubhouse, c'est quoi? C'est écouter des discussions à l'oral. En fait, on aurait très bien pu faire ce webinaire de ce matin sur Clubhouse et vous nous auriez écouté sur Clubhouse. Il n'y aurait pas eu l'image, mais vous auriez écouté une discussion comme si vous écoutiez un podcast. Clubhouse, ça a un avantage, c'est comme un podcast, sauf que c'est spontané. C'est-à-dire que les discussions sont en direct et du coup, il y a de la valeur par rapport à ça. Mais le fait que Clubhouse ait émergé aussi vite dans le paysage des réseaux sociaux aujourd'hui montre bien que nous, en tant qu'utilisateurs Internet, et du coup, vos prospects aussi en tant qu'utilisateurs Internet, sommes à la recherche de voix, d'images, de spontanéité, de direct, vraiment d'authenticité tout simplement. Et du coup, je te laisse le temps de tousser et de respirer un petit peu.
Il y a un point aussi, du coup, j'ai mis quelques liens, donc j'ai un peu bastonné le chat ici. J'ai mis un lien vers une solution qui s'appelle Vidyard et qui est plutôt un truc hyper intéressant pour la partie commerciale. Vidyard, en fait, c'est un petit outil que vous pouvez mettre sous Chrome, qui est gratuit jusqu'à un certain taux d'utilisation et qui permet de faire un truc enfin très bête, plutôt très utile. Ça permet d'enregistrer des vidéos, soit en se filmant soi-même, soit en filmant son écran, soit les deux, comme on le fait aujourd'hui avec la petite pastille de votre tête filmée par votre webcam et l'écran. Et ça permet d'envoyer des messages à des clients ou à des prospects. Et typiquement, on devait intégrer ça en 2020. Le Covid a repoussé pas mal d'éléments. Moi, j'ai commencé à bien l'intégrer en ce début d'année, notamment par rapport à des questions de nos clients sur les outils qu'on implémente chez eux, sur des questions sur des strates ou des choses où à l'écrit, c'est un peu plus complexe. Je fais une vidéo, j'enregistre l'écran ou moi-même pour pousser du message. Et ça peut avoir aussi un élément différenciant parce que tant qu'on reste quelques lignes sur un écran de mail, tel qu'on en parlait tout à l'heure sur des mails de prospection un peu dans le dur, du coup, l'idée de faire une vidéo, ça permet de mettre et du son et de l'image. Et c'est aussi un exercice qui est assez marrant à faire. Alors, du coup, pour vous décoincer par rapport à ce genre de pratique, faites-le avec des clients, donc des gens qui vous connaissent. Ce sera moins, entre guillemets, traumatisant d'envoyer son image avec la voix par-dessus à des gens qui nous connaissent pas. Essayez et vous verrez. Et Vidyard, effectivement, c'est un bon compromis sur les actions originales à lancer pour effectivement sortir un peu du lot par rapport à des gens qui ne font qu'envoyer des messages écrits. Là, ça permet effectivement de faire un message vocal et vidéo qui est plutôt pas mal. Et pour rebondir du coup sur ça, autre action vraiment marketing et commerciale à tester en 2021, si vous ne l'avez pas encore testé actuellement, c'est les messages vocaux sur LinkedIn. On parlait tout à l'heure de prospection LinkedIn. Envoyer un message vocal plutôt qu'un message copier-coller, c'est ultra puissant. Et honnêtement, moi, je l'utilise énormément, le message vocal sur LinkedIn. Dès qu'une personne achète ma formation en ligne ou dès qu'une personne achète mon livre d'ailleurs, et on en reparlera, je lui envoie un message vocal pour le remercier si je le trouve sur LinkedIn. Une personne qui télécharge nos livres blancs, si j'ai le temps, je vais lui envoyer un message vocal sur LinkedIn. Une personne qui interagit avec mes publications, je vais lui envoyer un message vocal sur LinkedIn. Et à chaque fois, j'ai un retour positif. Quelqu'un qui me dit « Ah, merci d'avoir pris le temps ». Déjà, je découvre la fonctionnalité message vocal et il y en a plein qui ne la connaissent pas. Donc, du coup, ils sont contents d'avoir découvert cette fonctionnalité-là. Et en plus, ils se disent, franchement, de prendre le temps d'envoyer un message personnalisé comme ça, etc., c'est hyper plaisant. Et c'est une bonne manière, du coup, d'obtenir des résultats, d'ajouter cette proximité. Tout à l'heure, rappelez-vous la question au tout début du webinaire pour les personnes qui étaient là. Et je vous en remercie parce qu'on est en train de battre notre record d'un point de vue temps de webinaire. Guillaume nous disait comment apporter de la proximité dans le contexte dans lequel on est, malgré la distance. Du coup, le message vocal, c'est une bonne manière de le faire. Du coup, il y a Laura qui me dit « Ludo, tu as été le premier à le faire pour ma part et j'avais trouvé ça top. » Donc, merci à toi, Laura. Effectivement, c'est un truc qui marche bien. Donc, les messages vocaux sur LinkedIn, n'hésitez pas à le tester. Autre action marketing originale, et du coup, je me tends une perche pour un peu d'auto-promo avant de conclure le webinaire. L'action originale marketing à faire en 2021, ça peut être d'écrire un livre. J'ai écrit un livre que vous avez ici qui s'appelle La route du bonheur semblant et je vais vous le mettre. J'avais préparé un petit call to action juste ici. Donc, normalement, vous allez le recevoir quelque part. Vous devez voir ça quelque part. Je sais pas, Sébastien, si vous voyez ça. Sinon, c'est pas très grave. On mettra le lien dans le chat. J'ai écrit un livre qui s'appelle La route du bonheur semblant juste ici, qui a bien démarré, qui a été numéro 1 sur Amazon pendant les 15 premiers jours dans la catégorie nouveauté sur Amazon. Donc, c'était plutôt cool. Au-delà de ça, je l'ai pas écrit pour du marketing au départ, très honnêtement. Je l'ai écrit, vous verrez, je parle notamment du burn-out que j'ai fait en 2018 et des leçons que j'ai tirées de ce burn-out-là, justement pour me débarrasser de tous les syndromes de l'imposteur, du super-héros, du bon élève, de la peur de l'échec, de la peur du regard des autres. Et des leçons que j'ai tirées pour réussir justement à réajuster notre vie pour rejoindre notre route du bonheur à nous et non pas la route du bonheur semblant. Tout à l'heure, on parlait de reconversion. C'est vraiment le cas. C'est qu'aujourd'hui, on suit peut-être des chemins qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont présentés comme les chemins un peu parfaits par la société, par notre entourage, par plein de fausses croyances, etc. On se rend compte aujourd'hui avec le confinement, le couvre-feu et le contexte dans lequel on est que finalement, la vie qu'on mène, c'est peut-être pas exactement la vie qu'on aimerait vivre. Je pense que ça, on est nombreux à en prendre conscience parce qu'on a le temps de réfléchir, mine de rien, avec le confinement et le couvre-feu, etc. Et que du coup, si la Covid doit servir à quelque chose, ça servira à ça, c'est-à-dire qu'on prendra des décisions pour vivre une vie qui nous ressemble un peu plus et qui est plus en adéquation avec nos valeurs, avec nos désirs, avec nos objectifs, pour justement
peut-être éviter les regrets quand il nous arrivera une bricole plus tard ou quand viendront nos vieux jours. Donc le livre, c'était ça au départ. Malgré tout, pourquoi je vous en parle ici en tant qu'action marketing originale à faire en 2021, c'est que déjà ce livre, je l'ai auto-édité, c'est-à-dire que je suis passé par un imprimeur, j'ai pris un illustrateur pour la couverture, j'ai pris une relectrice, etc. Mais j'ai tout financé moi-même, je l'ai auto-édité en passant par Amazon, par un imprimeur, etc. Et c'est pas si compliqué que ça. Et donc, en discutant avec Sébastien, et on en a pas reparlé énormément depuis, mais je pense qu'on pourrait à terme préconiser ça à nos clients parce que auto-éditer un livre sur votre domaine d'activité, donc pas pour parler de vos produits et services, mais pour parler vraiment de vos valeurs, pour parler d'un sujet qui vous est cher, j'en sais rien, si vous êtes sur la marque employeur, si vous êtes, j'en sais rien, sur l'écologie ou quoi, faire un livre qui parle de cette thématique-là, l'auto-éditer, c'est une excellente manière. Et là, pour le coup, je pèse mes mots parce que j'ai eu des retours vraiment très touchants et très forts par rapport au livre. C'est une excellente manière de renforcer votre positionnement et de gagner en visibilité. Avec le livre, j'ai reçu pas mal de retours déjà de clients à nous qui étaient contents, qui l'ont acheté, qui se sont pris en selfie sur les réseaux sociaux et c'était hyper intéressant pour moi, c'était hyper touchant de voir des clients avec le livre et merci à vous si vous êtes dans le chat parce que c'était vraiment un kiff de voir ça. Donc ça me permet d'être plus authentique auprès de mes clients, de renforcer aussi la proximité avec nos clients, donc c'est hyper important. Et au-delà de ça, je reçois pas mal de messages en ce moment de gens qui l'ont lu et qui me disent j'ai des problématiques de management dans mon entreprise ou j'ai du mal à faire passer justement mes commerciaux sur la digitalisation, sur la prospection LinkedIn, etc. Et je comprends que ça vient de certains blocages, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la zone de confort, etc. Et le fait que moi, je traite ces problématiques-là dans ce livre me permet de renforcer mon positionnement à moi et le positionnement des Célènes qui est on fait du marketing, on fait du commerce, on digitalise tout ça, mais on met l'humain vraiment au centre de tout. Et du coup, le livre, parlant de ça, ça me permet de renforcer vraiment mon positionnement. Donc voilà, c'était juste une occasion, effectivement, je vais pas vous le mentir, je vais pas vous mentir là-dessus, c'était une occasion pour moi, du coup, de faire de l'autopromo, mais vraiment, je pense que c'est une action à tester. Si vous aimez écrire, je vous dis pas de faire un livre. Alors celui-là, je sais plus combien il fait exactement de pages. Il doit en faire 225, je crois. Je vous dis pas de faire 225 pages, mais même si vous faites un livre ou un recueil de 120, 140 pages sur votre domaine d'activité et que vous l'auto-éditez sur Amazon, c'est une excellente manière quand même de renforcer votre positionnement et de renforcer peut-être votre domaine d'expertise. Donc, un truc à faire, je vais vous mettre le lien dans le chat et on va pouvoir passer à la slide suivante. C'est juste une question, effectivement. J'ai répondu à l'écrit à Magali. Qui me demandait, on a un client, on est en train de construire son territoire de marque, il va absolument faire du SIA, comment le convaincre de ne pas en faire? Je dis par l'exemple, fait lui faire de la pub avec un budget qui soit un budget cohérent et pas trop important, finalement pour lui montrer que c'est pas encore le bon moment. Si vraiment il a envie de le faire et qu'il n'arrive pas à lui-même comprendre que c'est pas le moment, du coup, fait lui faire en lui mettant en garde avec des paragraphes en rouge en disant que c'est pas une bonne idée pour X raison. Mais si vous insistez vraiment, on le fait et forcément, il y a des choses qui fonctionneront pas, mais ce sera pas de ton fait parce que tu leur expliquer plusieurs fois que c'était pas forcément le bon moment. Ouais, effectivement. Dans tous les cas, alors quand vous avez des clients ou quand c'est votre DG, on va parler tout justement de budget juste ici, pour convaincre la direction d'avoir un budget, pour convaincre la direction d'investir dans tel outil ou de mener telle stratégie ou mener telle et telle action ou de ne pas mener justement telle et telle action, rien ne vaut la preuve par l'exemple. C'est-à-dire que vous aurez beau avoir tous les arguments du monde, si vous n'avez pas un exemple concret, parce que les décideurs ont besoin de concret, ils sont très pragmatiques et forcément on l'est tous aussi quand on est nous décideurs, que ce soit consommateurs ou décideurs dans notre métier. Et donc la preuve par l'exemple est vraiment essentielle. Donc la meilleure manière, c'est effectivement de lui dire, moi je te mets en garde pour telle et telle raison, mais allons-y avec un budget moindre, on regarde les résultats. Et en fonction des résultats, on fait un petit meeting, on tire des leçons de ça et on voit si on accentue ou si on arrête et pas qui avait raison ou quoi, mais vraiment d'essayer d'avoir quand même une preuve parce que finalement, toi, peut-être que de ton côté, tu lui dis non, il faut pas faire de SIA et puis peut-être que tu vas faire du SIA et que ça fonctionnera et qu'il y aura quand même du retour. Donc, c'est aussi peut-être une manière pour toi de vraiment challenger ton idée et puis de voir vraiment si c'est légitime ou pas d'y aller, quoi. En parlant de ça, donc justement, comment bien allouer son budget et ses ressources, tout part de vos objectifs. J'ai reçu 2 questions, donc une d'Arnaud, une de Stella. Arnaud qui nous dit comment atteindre ses objectifs avec un budget alors marketing ou commercial en baisse. Et il y a Stella qui nous dit comment faire quand on n'a pas de budget. Donc pour moi, c'est un peu 2 fois, enfin c'est un peu finalement la même question.
Je pense qu'on n'a jamais pas de budget, c'est-à-dire qu'on n'a jamais zéro. Si on a embauché quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui bosse là-dessus, il y a déjà un budget par rapport à ça. Il y a du temps qui est alloué, donc c'est du temps, c'est de l'argent, c'est un salaire, c'est une rémunération, donc c'est un budget. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, dans le contexte dans lequel on est, le marketing peut être sur la sellette. Pourquoi ? Parce qu'on a justement les entreprises qui veulent réduire les dépenses, qui veulent faire le dos rond jusqu'à temps que la crise passe pour pérenniser l'entreprise, pérenniser le chiffre d'affaires. Et donc, du coup, une des questions qu'on se pose, c'est le marketing, s'il génère pas de résultats, on va réduire le budget ou alors on va l'arrêter carrément parce que finalement, c'est pas rentable, ça marche pas ou c'est trop long ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, les marketeurs sont quand même dans une situation qui peut être assez anxiogène en ce moment. Pour pallier à ça, effectivement, la meilleure chose à faire, c'est de y aller par l'exemple, c'est-à-dire que c'est de faire des choses et d'avoir des reportings qui soient bien calés et qui soient bien détaillés pour avoir des leçons et des remarques précises à apporter à votre direction générale pour lui démontrer que vos décisions sont les bonnes ou que ces décisions ne sont pas forcément les bonnes. L'autre manière, ça va être aussi d'essayer de le rassurer parce qu'en fait, la problématique qu'on a avec le budget, je vais vous mettre une vidéo YouTube que j'ai quelque part et qui parle très bien de ça. La vidéo YouTube, elle a jamais marché. J'ai jamais compris pourquoi, très honnêtement. Je pense que c'est une des vidéos que j'aime le plus, mais au pire, je vous la mets, vous la regardez pas, vous faites comme vous voulez, ou vous pouvez aller la voir pour essayer de me dire pourquoi elle a pas marché. Elle a dû faire 50 vues, je crois, cette vidéo YouTube-là. Malgré tout, elle explique bien comment convaincre sa direction générale de nous accorder un budget marketing, justement par l'exemple. Et je reprends une anecdote très précise qui va vous permettre de comprendre comment faire ça. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est de dire, ok, notre objectif, c'est d'atteindre tel chiffre d'affaires. Tel chiffre d'affaires, ça représente tel volume de clients. Tel volume de clients, ça représente tel nombre de rendez-vous pour les commerciaux. Et du coup, de dire, nous, d'un point de vue marketing, on doit générer ces rendez-vous-là. Et pour générer ces rendez-vous-là, on a besoin de générer tant de leads. Et pour générer tant de leads, on a besoin de générer tant de visiteurs. À partir de là, vous allez avoir un plan d'action qui va vous permettre de générer ce nombre de visiteurs et ce nombre de leads et donc les rendez-vous pour les commerciaux. Et vous êtes capable de chiffrer ça. Et du coup, en allant voir votre direction générale, plutôt que de lui dire « j'ai besoin d'un budget de X milliers d'euros pour avoir tel outil ou pour mener telle action », vous allez lui dire « voilà ton objectif de chiffre d'affaires, c'est celui-là. Moi, au niveau du marketing, je peux t'aider à l'atteindre dans telle proportion. Pour ça, il faut que je génère tant de leads et tant de visiteurs. J'ai le plan d'action qui va avec. Je sais comment l'atteindre. Ça demandera X mois ou ça demandera peut-être 1 an ou 2 ans. Mais derrière, je sais qu'en menant telle et telle action, je vais atteindre tant de visiteurs, donc tant de leads et donc tant de rendez-vous pour les commerciaux. Par contre, pour mener ce plan d'action-là, j'ai besoin d'un chiffre d'affaires. Enfin, j'ai besoin d'un budget, pardon. Et donc, en faisant la comparaison, en lui disant, voilà, j'ai besoin de 25 000 euros pour le marketing. Mais regarde, derrière, je vais générer tant de rendez-vous pour les commerciaux. Et ces rendez-vous pour les commerciaux, au taux de conversion actuel, ça va générer tant de chiffre d'affaires. Admettons, j'en sais rien, 300 000 euros. De lui dire, j'ai besoin de 25 000 euros. Et logiquement, on devrait récupérer 300 000 euros. Alors, évidemment, rien n'est certain. Ça sera toujours plus percutant que de lui dire, j'ai besoin de 25 000 euros pour faire un webinar et faire du marketing automation. Et il y a un chiffre qui tombe aussi qui est pas mal. J'avais déjà entendu ça sur un directeur d'une agence en banlieue bordelaise qui disait, je l'avais vu sur quelques événements, il me dit, putain, j'ai eu une nouvelle là il y a pas longtemps, j'ai pas de budget market pour l'année à venir, 0. Et du coup, j'ai dit, comment tu t'en es sorti? Il me dit, j'ai dit à la direction, j'ai 0 budget, il y aura 0 de résultat. Et forcément, 0 plus 0, on sait à quoi c'est égal. Ça a fait bouger un peu sa direction en disant, effectivement, si on met pas du tout d'euros, on va pas y arriver derrière. Et c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête aussi si vous devez avoir un discours auprès de votre direction, c'est si tu veux gagner de l'argent, il faut en investir à minima. Et effectivement, à vous après de trouver les bons leviers et les bonnes actions pour dire le ROI maximum qu'on puisse atteindre, c'est sur ce levier-là. Il faut effectivement avoir un chiffre en tête après derrière sur combien ça peut rapporter par rapport à ce que ça peut coûter. Exactement. Donc, on a beaucoup débordé. Enfin, on n'avait pas annoncé non plus de date de fin. Je vois que vous êtes encore une quarantaine à 7 heures. Donc, merci à tous ceux qui sont encore là au bout de 1h42 de webinaire. Je pense qu'on a battu notre record. On va terminer rapidement juste du coup sur les compétences à acquérir pour les 5 ans à venir. Donc, on a reçu 2 questions. Comment devenir un bon commercial que j'ai intégré dans cette partie. Donc, merci à toi, Damien. Et quelles compétences je dois avoir pour me reconvertir justement dans le marketing digital? C'était une occasion aussi du coup supplémentaire
supplémentaire de faire un placement de produit. Donc, je le remets ici pour le livre sur le sujet de la reconversion. Et donc, ça m'amène à cette dernière question de quelles compétences acquérir pour les 5 ans à venir. Donc, toi, du coup, commercialement parlant, Sébastien, est-ce que tu vois des compétences qui sont clés et qu'un commercial devrait avoir aujourd'hui et notamment, en tout cas, acquérir pour les 5 années à venir? Ouais, du coup, il y a 2 choses. La première, c'est effectivement de se former solidement à tout ce qui va être négo, process commercial, et puis arriver finalement dans une boîte, même si vous êtes aujourd'hui dans une première expérience, ou même si vous êtes étudiant, ou même si vous êtes dans une boîte un peu plus grosse, c'est arriver à travailler sur un process qui puisse s'appliquer à minima dans différents types de boîtes dans lesquelles vous pourriez aller demain. Parce que ce qu'on voit sur le terrain avec Ludo, c'est que 99% des boîtes avec lesquelles on travaille n'ont pas de process commercial. Et honnêtement, vous arrivez demain en entretien dans une boîte en disant, OK, moi j'ai un process en 4 étapes, c'est ça, ça, ça et ça, et voilà comment ça se structure, et voilà comment je mets ça en place. Un DG va vous regarder un peu comme une bête sauvage, parce que finalement, c'est des choses qui se font assez peu dans les boîtes. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point, et effectivement, si aujourd'hui on est sur Internet et qu'on se parle par visio et qu'on vous a parlé d'outils, que je vous ai mis notamment un lien par rapport au fait de faire des visios et d'envoyer des messages vidéo, il y a une brique technologique qui est hyper importante aujourd'hui à acquérir pour la partie commerciale. J'en veux pour exemple que lorsque vous allez parler avec des commerciaux qui ont X années d'expérience, vont vous parler de leur petite mallette, du fax, on m'a même parlé du Telex une fois, un truc que je connais pas, j'avais jamais entendu parler. C'est l'ancêtre du fax. Ce sont des choses aujourd'hui qui n'existent plus. Il y a effectivement des boîtes à outils, et on en parle pas mal aussi sur le blog, d'outils pour les commerciaux. Faites un tour sur la partie web marketing en étant commercial. Ça va vous permettre de comprendre comment bosse le market, quels sont les outils que vous pouvez utiliser aussi par rapport à tout ça. Et pour conclure ça, pour moi, le commercial du futur, c'est d'une part un expert, mais c'est un mec aussi, ou une nana d'ailleurs, qui a beaucoup intégré la partie outils et surtout la partie marketing. Et il sait comprendre finalement, naviguer entre les deux départements. C'est un truc qui est important parce que de plus en plus, et ça arrivera dans les années à venir, le marketing et la vente vont finalement se scinder, enfin plutôt des départements qui sont scindés aujourd'hui vont devenir un même département, et on va demander aux commerciaux de savoir aussi faire du marketing. Donc côté market, côté outils et côté process. Donc du coup, on a Christian qui te corrige et qui dit non, le Telex, c'est pas l'ancêtre du fax, c'est autre chose. Je suis allé jusqu'au bout. Ouais, effectivement. Merci à toi, Christian, du coup, pour la précision. J'irai voir ce que c'est. C'est vrai que je sais pas ce que c'est. Moi, d'un point de vue marketing, je dirais qu'il y a plusieurs compétences qui sont essentielles pour les 5 années à venir et pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans ce webinaire-là, dans le but d'attirer l'attention justement des prospects qui veulent mener leur réflexion seuls à leur rythme, notamment sur Internet. La première compétence, c'est la création de contenu, que ce soit de la rédaction web, rédiger des articles de blog, rédiger du contenu pour le site Internet, ça me paraît essentiel. Peut-être aussi savoir créer des contenus plus visuels ou audio, comme on en a parlé tout à l'heure, savoir faire un podcast, ou en tout cas savoir comment ça marche, savoir quels sont les enjeux, quelles sont les plateformes, etc. Ça peut être intéressant, mais voilà, savoir créer du contenu, c'est une des premières compétences importantes pour moi. La deuxième compétence, c'est ce qu'on appelle la génération de leads. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des visiteurs sur leur site Internet, mais ils obtiennent pas de contact. Ils se plaignent, j'ai payé un site Internet plusieurs milliers d'euros, si ce n'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai un peu plus de visites, mais j'ai toujours 0 contact. Je comprends pas pourquoi. C'est parce que vous ne maîtrisez pas les techniques de génération de leads. Donc, creusez vraiment sur tout ce qui est sujet de génération de leads. C'est une bonne idée d'un point de vue marketing. La troisième compétence, je dirais que c'est le marketing automation. On en a parlé un petit peu de temps en temps de manière indirecte parce que c'était pas le sujet du webinar. Mais le marketing automation, c'est un logiciel qui vous permet d'automatiser beaucoup d'actions à faible valeur ajoutée pour justement avoir plus de temps pour la création de contenu, la génération de leads, etc. Et du coup, le marketing automation, ça vous permet de scorer, noter automatiquement le niveau de qualification et de maturité d'un prospect. Ça vous permet d'envoyer automatiquement le bon message en fonction des comportements d'un prospect sur votre site Internet, en fonction des téléchargements qu'il a pu avoir, en fonction de son niveau de maturité, etc. Bref, ça vous permet de faire tout un tas de choses automatiques. Et donc, c'est une bonne manière de générer du retour sur investissement et de vous
pouvoir vous consacrer à des actions qui vous intéressent plus et qui vous apportent plus, qui apportent plus de valeur ajoutée. Donc, création de contenu, génération de leads, marketing automation. Et la dernière compétence qui, moi, me paraît quand même essentielle quand on fait du marketing aujourd'hui, et je pense que c'est aussi valable pour les commerciaux du coup. Donc, ça sera un peu la transition, la compétence un peu transition entre marketing et commercial. Je dirais le copywriting. Le copywriting, c'est de la rédaction pour vendre. C'est écrire pour vendre. Et donc, écrire ce qu'on appelle, écrire pour une landing page, ce qu'on appelle une landing page, c'est ce qui vous permet de générer des leads, ou écrire pour une page de vente, ou écrire un email de prospection, écrire un email marketing qui doit inciter à télécharger un livre blanc, à participer à un webinar ou à prendre rendez-vous avec un commercial. Tout ça nécessite des compétences et du coup, la compétence copywriting me paraît essentielle. Donc voilà pour les compétences. Je pense qu'il y a du taf. Maintenant, vous avez quand même du temps et le but, c'est d'y aller peut-être une étape après l'autre. Mais voilà, vraiment, il y a quelques compétences à acquérir là-dessus. Si vous avez besoin, dans tous les cas, il y a le site ludosln.net. Vous tapez à peu près tous les mots-clés qu'on a évoqués dans les compétences et vous aurez du contenu par rapport à ça. Il y a la chaîne YouTube, il y a le podcast, il y a même le livre qui aborde certains de ces sujets. Donc voilà, il y a tout un tas de contenus chez nous qui vous permettront dans tous les cas de commencer vos réflexions à ce niveau-là. Tiens, Sébastien, toi qui es commercial, je te laisse la partie commerciale de chez SLN. Je te laisse finir avec l'instant promo. Ceux qui veulent nous quitter, parce que vous avez le droit de nous quitter, parce que là, on va un peu plus parler de nous. Donc, si vous voulez pas en savoir plus sur nous, si vous voulez pas en savoir plus sur les actions qu'on met en place avec nos clients pour générer des résultats ou pour les accompagner ou pour les faire monter en compétences, vous pouvez nous quitter. En tout cas, on vous remercie vraiment d'avoir été là jusqu'à 1h50 de webinaire pour l'instant. Donc, merci beaucoup à vous. Et pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus, merci encore aussi. Merci encore plus d'ailleurs. Et puis, voici quelques informations. Yes. Du coup, présentation de ce que l'on fait généralement avec nos clients. On a beaucoup parlé de beaucoup de sujets ce matin et ça tourne autour du marketing et de la vente, bien évidemment. On a 3 types de choses que l'on fait effectivement aujourd'hui avec nos clients. La partie, il y a 4, parce qu'effectivement, il y a le livre de Ludo qui peut être aussi intéressant pour vous, qui sort un peu du contexte pro, mais les choses sont quand même assez liées finalement entre ses écrits et la partie professionnelle. Sur la partie vraiment SLN, on a effectivement cette première brique en haut à gauche qui est l'académie sur laquelle il y a une formation sur LinkedIn qui s'appelle Social Selling Pro, qui effectivement reprend ce qu'on a vu aussi dans ce webinaire-là sur l'ensemble des actions à mettre en place pour avoir un compte LinkedIn optimisé et commencer sa prospection et bien faire de la prospection sur LinkedIn et pas comme un bourrin, parce que ça, c'est des choses qui ne fonctionnent pas vraiment et pas du tout même sur la partie LinkedIn. On a un deuxième point qui sont les visio-coaching. Là, on est plus dans finalement des boîtes qui sont dans une optique de se dire il faut que je fasse des trucs d'un point de vue market digital. Par contre, effectivement, quand je commence à mettre les mains dedans, il y a du SEO, il y a de la pub. On m'a parlé de YouTube aussi. LinkedIn, ça me paraît pas mal, mais je sais pas trop comment y aller. On doit refaire le site, mais je sais pas si je dois le refaire et comment je dois le refaire. Il faut que je fasse du contenu. Il faut que je mette un outil. Enfin bref, il y a tellement de sujets que finalement, je sais qu'il faut que j'y aille, mais j'ai envie qu'on m'explique, en grosso modo, le virage digital que je vais prendre, soit en pleine tête, soit je vais arriver à bien négocier. On aide généralement les boîtes à bien négocier ce virage-là parce que il y a de la crainte parce qu'il y aura du changement, il y aura des nouvelles choses à faire et finalement on accompagne les boîtes aussi dans le fait d'appréhender ce virage-là de la bonne manière. Donc on a cette partie-là qui est aussi qui a une cible pour la direction finalement qui se pose sur les questions. On a aussi ce type de vidéo coaching plus pour le marketing qui dit ok, moi je fais des choses déjà, on a déjà une strat qui est plus ou moins en place, j'ai envie de générer des leads, j'ai envie d'être accompagné dans mes actions opérationnelles parce que j'ai envie de gagner du temps. Et là effectivement c'est des choses que l'on fait. Il y a un troisième point qui est la partie workshop qui est un peu plus ambitieuse, je dirais, par rapport au qu'on accompagne, c'est de se dire j'ai besoin de mettre en place une strat qui soit une stratégie dans un monde digital. Et j'ai compris que je ne pouvais pas y échapper et que le web, ça devait être mon pilier numéro 1 pour mon développement commercial. Et je dois mettre le paquet dessus. Et effectivement, là, on travaille avec nos clients sur un workshop qui dure 6 semaines, pendant lequel on va construire une stratégie digitale documentée avec tout un ensemble de choses à l'intérieur. Je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat sur les prestations pour aller voir le workshop et on pourra en parler. On n'aura pas forcément le temps de tout évoquer ce matin. Mais en gros, l'idée, c'est de vous donner clé en main une stratégie qui puisse vous permettre
d'améliorer ce que nous on appelle le capital digital. Le capital digital, c'est quoi? C'est la capacité d'une entreprise à générer du business grâce à sa présence en ligne. Et ça reprend beaucoup d'éléments, certains dont on a parlé là, d'autres dont on pourra parler ensemble. En gros, ça fait partie des process, de la strat et des outils, et avec toutes les composantes que ça peut comporter. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir sur le site, à prendre un rendez-vous avec moi. On pourra discuter de ces différentes offres et de comment elles se mettent en place de manière opérationnelle chez nos clients. Bah, c'est pas mal, hein. Bah oui, c'est cool, hein. On a des questions aussi par rapport à tout ça. On a surtout des gens qui sont intéressés, donc c'est bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a Laura qui nous demande si on accompagne les auto-entrepreneurs. Laura, le mieux, c'est qu'on en parle. Donc du coup, alors je sais pas si Sébastien a mis son lien vers l'agenda, mais qu'on comprenne ce dont tu as besoin et soit nous pouvoir t'accompagner. Alors on a notamment le visio coaching qui peut être intéressant pour toi. Enfin, on a quelques petites choses. Et si jamais on ne pouvait pas t'accompagner, en tous les cas, c'est pareil, on est entouré de plusieurs partenaires de confiance vers lesquels on pourrait justement te réorienter. Il y a Alem qui nous dit j'ai vraiment besoin de vous, je vous contacte pour un accompagnement. Bah, avec plaisir Alem, n'hésite pas. Il y a Magali qui nous dit on voit plus les messages dans le chat, c'est bloqué sur le livre. Mais voilà, Magali, je l'ai pas fait exprès. Non, c'est pas vrai. Moi je vois toujours les messages, je pense que c'est bon pour tout le monde. Mais Magali, je vais te dire un truc. Si le chat est bloqué sur le message du livre et que tu ne peux plus scroller à la hausse pour voir les autres messages, c'est que je pense que c'est le destin qui t'envoie un signal et qu'il faut que tu achètes le livre. Hein. Je crois que voilà, c'est clair. Hein. Sandra, merci encore pour tout. Je dois y aller. Je regarderai à partir de 1h52. Bah, merci à vous parce que là, on bat le record du webinaire. C'était pas prévu qu'on fasse en temps. Je pensais qu'on ferait 1h30 peut-être au gros maximum. On a l'habitude. Très bavard. Mais on est très bavard et on est surtout très content que vous soyez encore si nombreux, notamment après la partie promotion pour continuer de nous entendre parler. Donc, tu vois, Magali, je pense que tu es d'accord avec moi au fond de toi. Et si tu passes par l'option en direct sur le site du livre, bah, je te ferai en plus une dédicace. Donc, alors ça, franchement, c'est royal. C'est royal. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Si vous n'avez pas d'autres questions, regardez, on va juste passer à la slide d'après. Donc, il y a plein de contenu. Hein. Il y a le podcast sur le terrain que vous pourrez retrouver sur votre plateforme de podcast préférée. On l'a mis en stand-by. Enfin, je l'ai mis en stand-by parce que c'est moi qui gère ça depuis novembre et j'étais un peu sur le livre. Et très honnêtement, j'avais pas envie de refaire le podcast. Donc, je l'ai laissé un peu de côté. Maintenant, je reçois quand même beaucoup de retours de votre part qui me disent ça manque, j'en veux un nouveau, etc. Donc, j'ai j'ai quelques invités qui sont prévus pour 2021. Alors, je sais pas quand je vais les faire, mais abonnez-vous et je pense avant l'été, il y aura des nouveaux podcasts. Il y a la chaîne YouTube, comme vous avez pu le voir dans le chat. Magali, je l'achète direct. Bah, merci à toi. Du coup, Magali, je te ferai la dédicace qui va bien. Merci à tous ceux, d'accord, qui ont acheté le livre. J'ai vu quelques notifications passer. Donc, merci beaucoup à vous. Merci pour les prises de rendez-vous. Merci surtout, parce que c'était surtout le but du webinaire, c'était de vous apporter de la valeur, de vous intéresser et d'essayer d'échanger avec vous. Pas en présentiel parce que c'est encore compliqué, mais du coup essayer de faire ça de la manière la plus sympa possible. J'ai l'impression que ça l'a été. En tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Si vous êtes encore là à cette heure-là, c'est que c'était plutôt cool. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, que ce soit ici sur les réseaux sociaux, par email, où vous voulez. Si vous avez des questions pareilles, vous savez où nous trouver. Sébastien Vitu sur LinkedIn, yes. Ludovic Salen sur LinkedIn également. Vous avez sur le site web ludoetselene.net nos présentations avec nos vidéos, avec nos adresses, avec toutes les informations dont vous avez besoin pour nous contacter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de semaine, une belle journée. Prenez soin de vous, c'est important dans le contexte dans lequel on est. Prenez soin de vos proches. Il paraîtrait, selon les hautes sphères, qu'il nous reste plus que quelques semaines à prendre sur nous pour pouvoir sortir de tout ça. J'espère que ce sera le cas et j'espère que j'aimerais bien. On avait prévu ça avec Sébastien. On avait prévu du coup en 2023, on a un peu le temps, Sébastien. Du coup, on spoil un peu, mais en 2023, ça sera les 10 ans d'SLN et on va essayer de faire une journée conférence sur Paris. Donc, d'ici là, j'espère qu'on pourra ressortir. Je pense que oui. Et on fera un truc ensemble et ça sera en live et du coup, ça sera intéressant de vous voir en vrai. Carrément. Voilà, écoutez, vous pouvez partir, vous pouvez aller travailler, vous pouvez aller déjeuner, vous pouvez aller faire du sport, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais aller reprendre un café et puis voilà, ouais. Je crois qu'on a tout dit. Ça roule. Yes, merci à vous et à bientôt du coup en ligne ou en physique. Merci à vous tous. Ciao. Salut.